10 minutes trop tard. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 10 minutes trop tard par Charles Leroy. Je ne sais pas si vous avez de la chance, mais ce que je sais, c'est que je n'en ai pas. Vous en avez peut-être seulement quelquefois, mais moi, c'est raide. Jamais. Ah, ça a tenu à un rien. Si peu de choses, vraiment, que c'est incroyable. C'est parce que je suis venu au monde 10 minutes en retard. Parole d'honneur. Tenez, jugez-en vous-même. Je viens au monde le 31 décembre à minuit 10 minutes. On me déclare à la mairie né le 1er janvier. Me voilà électeur 1 an plus tard. Je tire au sort 1 an plus tard, mais ce sont là des détails. Ce qu'il y a de désagréable dans mon existence, ce sont ces diables de 10 minutes qui me poursuivent partout. En pension, chaque fois qu'on m'interrogeait, je ne me souvenais de ce qu'il fallait répondre que 10 minutes après tout le monde. Je passais pour un imbécile et j'en savais cependant autant que les autres. Le jour de ma première communion, on m'avait fait beau comme un astre. Mes parents me conduisent à l'église. 10 minutes avant d'arriver, il se met à pleuvoir. Oh, mais à verse. On cherche une voiture, on finit par en trouver une, et j'arrive enfin à la messe, 10 minutes après la communion finie. Alors, comme ma famille était vexée, j'ai reçu des calottes. Du reste, quand on m'amenait quelque part, c'était toujours la même chose. Voulait-on me conduire à la campagne, mon chapeau s'envolait, je perdais mon soulier, j'avais mal au ventre ou je cassais quelque chose à la devanture d'un marchand. Le temps de réparer l'aventure, et on manquait le train de 10 minutes. Voulait-on me conduire au théâtre? La buraliste disait que la dernière place était louée depuis 5 minutes. Si on me laissait à la maison, c'était différent. Les gens arrivaient à l'heure partout. Plus tard, quand je suis devenu libre de mes actions, ça n'a pas changé. S'il reste une place sur un omnibus, je ne cours même plus après. On la prend généralement au moment où j'empoigne la rampe. Si je veux voir quelque chose, c'est toujours fermé depuis 10 minutes, et je n'ose pas essayer d'être en avance. Pour une fois que cela m'est arrivé, j'ai été renversé par un corbillard. Il faut en prendre mon parti, me direz-vous. Eh, parbleu, je le sais bien, ça n'en est pas moins désagréable, car ce retard, dont je ne puis cependant être responsable, me poursuit partout et dans toutes les circonstances de ma vie. Ainsi, tenez, je tombe amoureux d'une fille charmante, bien élevée, douce, très aimante. Les parents, que je connaissais depuis longtemps, me recevaient en ami. Je venais toujours 10 minutes en retard au dîner, c'est vrai, mais ils en riaient. Ces braves gens, ne se doutant pas que ces 10 minutes étaient une réelle infirmité chez moi. J'étais empressé près de la jeune fille. Mon intimité dans la maison me permettait certaines libertés qu'on n'aurait endurées que chez un amoureux déclaré. Je l'embrassais en la quittant. La maman souriait, on m'appelait le vieux lait. C'était charmant. Jamais, me dis-je, je ne trouverai une occasion pareille de me marier. Profitons-en. Un beau jour, je me décide à faire ma demande au papa, qui me répond: ah, sapristi de sapristi! Pendant longtemps nous nous en doutions. Mais comme vous ne vous décidiez pas, nous avons fini par croire à une simple amitié, et nous venons de promettre la main d'Amélie à monsieur X. Ah, tenez, il sort d'ici il y a 5 minutes. Très morfondu, je me décide à demander la main d'une autre jeune fille. Il n'y avait pas 3 minutes que ma demande était faite qu'on m'annonce que monsieur X, le fiancé d'Amélie, était mort la veille d'un coup de sang. Abandonner ma future, qui était fort bien, pour aller redemander la veuve avant la lettre, ma foi, non, et je me marie, après avoir fait attendre le maire, bien entendu. Mes retards perpétuels exaspèrent ma femme. Au bout de 15 jours, elle me dit des mots durs, je lui en réponds de raides. Ma belle-mère s'en mêle, alors ça va plus mal. Enfin, un beau jour, je me dis: ça ne peut pas durer. Il y avait plusieurs jours que nous nous boudions, ma femme et moi. C'était bien la 10e fois depuis 2 ans. J'entre dans sa chambre sans la prévenir. Il n'y avait plus de doute possible. Sur le premier moment, ça vexe. Et, comme on ne sait quoi dire, on s'écrie toujours: madame! Et c'est tout. Je fais comme tout le monde. Je crie: madame! L'autre file. Ma femme se jette à mes genoux en s'écriant:
Pardonne-moi, mon ami, je t'en supplie, car c'est ta faute. Tu aurais si bien pu l'empêcher. Comment l'empêcher? Hélas, oui. Il y a à peine 10 minutes, pour la première fois. Je suis peut-être un imbécile, mais devant ces fatales 10 minutes, que voulez-vous? J'ai pardonné. Mais vous verrez que ma déveine ne s'arrêtera pas là. Je vous parie que je mourrai 10 minutes avant ma belle-mère. Fin de 10 minutes trop tard par Charles Leroy, lu par Ezois en Belgique en octobre 2009. L'éclair. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éclair, par Auguste Breuil. Comédie en un acte et en vers, imité de Mulner. Personnages: Henri, Louise, un commissionnaire. Le théâtre représente une salle d'hôtel garnie, porte principale au fond, 2 portes latérales. Sur la porte latérale de gauche, on lit le numéro 1, et sur celle de droite, le numéro 2. Scène première. Henri seul. Monsieur l'hôte de l'ours, ne perdez point vos pas. Non, à tous vos discours je ne me rendrai pas. C'est un parti bien pris, quand même d'aventure il vous arriverait 10 dames en voiture. J'occupe cette chambre et la trouve à mon gré. Comme Jean de Paris, ma foi, j'y resterai. Il arrive sur le devant de la scène. Un tel langage est clair et français, j'imagine. Si cette vieille dame à l'ouïe encore fine, elle se hâtera de quitter l'ours royal pour aller se loger dans un autre animal. Imitant une voix de femme. Monsieur l'hôte de l'ours, accordez-moi par grâce la chambre d'où l'on peut regarder sur la place. Parbleu, que ne fais-tu pour sortir d'embarras sur cette place même arrêter ton cabas? Il vaut par sa largeur une maison entière, et pour voir, tu mettras le nez à la portière. Mais quoi? J'entends du bruit. On monte l'escalier. C'est elle, j'en suis sûr, qui vient me supplier. Tenons ferme devant cette vieille sibylle. Elle va me trouver inflexible, immobile. Je lui tourne le dos, j'ai le ton cavalier, et je reste où je suis, au numéro 1er. Il se met tout près de la porte du numéro 1, puis, campé fièrement sur la hanche gauche, les bras croisés, il est placé de manière à tourner le dos, pendant toute la scène qui suit, à la jeune dame, son interlocutrice. Scène 2. Henri, Louise, en costume de voyage. Quelques instants après, survient un commissionnaire qui porte sous le bras plusieurs cartons ou boîtes, un parapluie, un chapeau de femme d'ancienne mode, et qui reste dans le fond du théâtre contre la porte d'entrée. Louise. Monsieur... Henri, à part. Nous y voilà, c'est l'assaut qui commence. Est-ce vous, monsieur, qui... Elle s'interrompt en voyant Henri mettre la main sur la clé du numéro 1. Henri, à part. Si je n'ai la prudence de fermer cette porte, elle peut brusquement, par une irruption, forcer mon logement. Il met la clé dans sa poche, et Louise, remarquant cette manœuvre, fait un mouvement de dépit. Peut-être vous pensiez que j'avais par caprice réclamé de vos droits le léger sacrifice. J'ai voulu poliment, monsieur, vous détromper. Cette chambre, je tiens beaucoup à l'occuper. Henri, qui a repris sa posture. J'y tiens beaucoup aussi. Croyez que je regrette une nécessité qui me rend indiscrète. Mais des appartements donnant sur le marché, celui-là seul est libre. Ah, j'en suis bien fâché. Quoi, monsieur? Vous pourriez malgré... Cela me peine, mais je reste où je suis. Si ma prière est vaine, je me résigne. Au moins, puis-je savoir pourquoi, lorsque je suis poli, on ne l'est pas pour moi? On ne loge pas seul, puisqu'il faut qu'on s'explique. Mon oncle aime l'aspect de la place publique. Il aime la parade et le bruit des tambours, les charlatans barbus aux burlesques discours. Il aime... Alors, monsieur, voudriez-vous lui dire combien de mon côté vivement je désire... Je ne puis. Pourquoi donc? Il vient de s'absenter. Très bien. Mais au dehors, doit-il longtemps rester? Ah, parbleu, c'est trop fort. Coupons court à l'antienne. Madame, il est sorti jusqu'à ce qu'il revienne. Impertinent! S'adressant au commissionnaire. Entrez dans le numéro 2. À Henri. Je vous laisse en repos et vous fais mes adieux. Mais je veux en partant voir si votre figure de l'enseigne du lieu rappelle la peinture. Elle s'approche d'Henri pour le regarder. Madame! Il aperçoit Louise qui s'enfuit aussitôt et entre au numéro 2.
Scène 3. Ah, qu'ai-je vu? Quelle fâcheuse erreur! Un ange de 20 ans, un visage enchanteur. Moi qui croyais parler à cette tête antique que du fiacre encadrait la portière gothique. Triple sot que je suis, malhonnête, brutal. Mais songeons maintenant à réparer le mal. Je lui cède ma chambre, et quand même à cette heure l'hôtel ne m'offrirait qu'un grenier pour demeure, quand je n'aurais pour lit qu'un plancher raboteux, du sacrifice encore mon cœur serait joyeux. Il frappe légèrement au numéro 2. Mademoiselle. Scène 4. Henri, Louise, qui a retiré son châle et son chapeau. Eh bien? Pardon, je vous invite à prendre sans délai la chambre que je quitte. Louise, sèchement. Non, je reste où je suis. Pour vaincre ce refus, je vous dirai: Monsieur, mais vous n'y pensez plus? Votre oncle aime le bruit, les tambours et les armes, et pour lui la parade a d'ineffables charmes. Hélas, vous me raillez, et bien cruellement. Mon oncle m'a laissé le choix du logement. Loin d'aimer le tapage, il recherche un asile où l'on puisse le jour lire ou rêver tranquille. Mon oncle approuvera l'offre que je vous fais. Qu'il y souscrive ou non, peu m'importe, et jamais, mais vous l'obligeriez, croyez-moi, sur ma vie, je n'ai de l'obliger, monsieur, aucune envie. Ma chambre est si commode, eh bien tant mieux pour vous. Une très grande armoire, un lit large et très doux. L'armoire ne serait pour moi d'aucun usage. Je ne veux pas ouvrir mes caisses de voyage. Tous les meubles sont neufs. Voyez quel agrément! Toujours les meubles neufs craquent horriblement. On respire un air frais et pur. Cela peut être, mais ma tante s'obstine à fermer sa fenêtre. Que je serais heureux si... Louise, vivement. Moi, je voudrais bien que vous me missiez un terme à ce long entretien. Puis-je vous décider par un motif suprême? J'abandonne ces lieux et je pars ce soir même. Le projet me ravit. Allons, partez ce soir. Bon voyage, au plaisir de ne pas vous revoir. Mais je vous prie, enfin... Singulière insistance. Je vous priais aussi, je crois, avec instance, et pourtant... Ah, monsieur, j'aimerais mieux mourir que d'accepter le don que vous venez m'offrir. Elle sort brusquement par la porte du fond. Scène 5. Henri, seul. Allons, je suis battu, sa victoire est complète. Comme dans son dépit, elle m'a tenu tête. Sans trêve et sans pitié, l'ingrate me raillait. Plus j'étais suppliant, plus elle m'accablait. Des femmes, voilà bien l'ordinaire conduite. La contradiction sur leurs lèvres habite, et ce vilain défaut, fruit de la vanité, chez une femme belle est encore augmenté. Sur ma foi, cette scène offre un triste présage au moment où je pense à me mettre en ménage. D'avance et sans effort, je connais mon destin. Pimpant, le cœur joyeux, j'épouse un beau matin quelque naïf enfant de vertu rayonnante, un ange de douceur que partout on me vante. La paix et l'union règnent durant 6 mois, puis madame, au mépris des conjugales lois, se mutine, s'irrite et devient intraitable. L'ange tombé du ciel a les griffes du diable. Que faire alors? Parler comme un prédicateur? Mais le sermon ne peut se passer d'auditeur. Or la chose est notoire. Une femme en silence entend les compliments, jamais la remontrance. Par des pleurs, par des cris, laissez-vous donc fléchir. Les maris sont perdus s'ils ne savent agir. Dans la guerre et l'hymen, les discours sont frivoles. Il faut des actions et non pas des paroles. Il s'avance vivement sur la scène. Des actions! Ce mot m'illumine soudain. La belle a refusé ma chambre avec dédain. Morbleu, bon gré, mal gré, je prétends qu'elle y vienne. Il ouvre le numéro 2 et en examine l'intérieur. Sa chambre, je le vois, offre ainsi que la mienne, une porte du fond dont je puis profiter quand du champ de bataille il faudra déserter. Il entre au numéro 2 et revient aussitôt avec les cartons et autres objets que portait tout à l'heure le commissionnaire. Il a pris également le chapeau et le châle quittés par Louise. Transporter ces cartons n'est pas fort difficile. Il entre au numéro 1, après en avoir ouvert la porte avec la clé restée dans sa poche. Il reparaît bientôt, portant un petit porte-manteau et traînant une grosse valise. Après avoir placé ses objets dans le numéro 2, il revient et dit: C'est fini. Changement forcé de domicile. Elle pourra crier, mais il sera trop tard. Montrant le numéro 1. Vous logerez ici, ma chère, ou nulle part. Elle monte. Sa tante est sans doute avec elle. Moi, je vais m'éclipser et prendre la venelle, puis par des questions faites adroitement, sur le couple obtenir quelques renseignements. Il entre dans le numéro 2, après avoir eu le soin d'en retirer la clé. Il ferme ensuite intérieurement la porte, en la poussant avec force. Scène 6. Louise, entrant doucement par la porte du fond. Personne. Renfermé dans sa chambre, il m'évite.
Je regrette qu'il ait pris son parti si vite, car un certain remords maintenant me poursuit. Au fait, qui de nous deux s'est le plus mal conduit? Avec grossièreté, certes, il m'a reçu, mais quand? C'était avant de m'avoir aperçu. À peine sur mes traits a-t-il jeté les yeux que, semblable au soleil qui perce un ciel brumeux, sur sa bouche aussitôt éclate le sourire. Ah, le visage ainsi doit s'animer et luire quand, nous étant forgé quelque triste tableau, à la place du laid nous rencontrons le beau. Quelle métamorphose étonnante, admirable! Un homme était brutal, il devient doux, affable, sa volonté fléchit sous un regard vainqueur, et ce qu'il refusait, il l'offre de bon cœur. Que l'aspect d'une femme ait autant de puissance et de bonnes raisons tout à coup la dispense, vraiment cela me plaît et me rassure un peu lorsqu'au doux célibat il me faut dire adieu. Un mari, nous dit-on, est chez lui chef et maître. Le code est positif et l'on doit s'y soumettre, c'est juste. Mais je sais qu'aujourd'hui, sourdement, la liberté se glisse en tout gouvernement, et, pour réaliser l'équilibre où j'aspire, je saurai conserver une part de l'empire. À ces choses plutôt que n'ai-je pu songer. Je crois qu'en ce moment, si ce jeune étranger m'offrait encore sa chambre, eh bien... Scène 7. Louise, Henri, entrant vivement par la porte du fond. Mademoiselle, voulez-vous accepter ma très humble tutelle? En ai-je besoin? Oui, la tante a déserté. Où cela? Dans le camp de l'oncle. Louise, avec un étonnement marqué. En vérité? Oh, la désertion, je vous jure, est constante. Pour me plaindre de vous, j'ai cherché votre tante. Pendant que j'attendais l'instant de l'entretien et que la bonne dame, en caressant son chien, surveillait le transport d'un coffre hyperbolique, tout à coup, hors d'haleine accourt un domestique. Quand il a mesuré l'équipage des yeux, « Ce fiacre conduisait madame dans ces lieux ?» dit-il à votre tante. « Oui, pourquoi ?» répond-elle. « Madame, pardonnez si je vous interpelle. Par l'ordre d'un monsieur, chez mon maître venu, j'ai dû guetter ce fiacre et, l'ayant reconnu, savoir en quel hôtel finissait son voyage. J'ai couru comme un basque et je suis tout en nage. » Votre tante, à ces mots, demande au messager un sommaire portrait du monsieur étranger. C'est un vieillard replet, sa face est rubiconde. Elle remonte alors, sans perdre une seconde, dans le grand fiacre vert et, pour quelques instants, recommande sa nièce à mes soins bienveillants. Ce récit animé par sa clarté me frappe. Je vois bien les acteurs, mais votre oncle m'échappe. Mon oncle? Quel est-il? C'est le vieillard replet. Je vous demanderai la preuve, s'il vous plaît. La preuve? Volontiers. Fidèle à son usage, mon oncle n'a jamais d'argent dans son bagage. Descendu de voiture, il court chez le banquier qui transforme en écu un commode papier. Ce Rothschild de l'endroit s'appelle Albert Delambre, et notre homme au message est son valet de chambre. Ainsi, j'en puis juger par ses faits transparents. D'un ton enjoué, l'oncle connaît la tante et nous sommes parents. Ce serait singulier? Non, car une querelle entre parents, dit-on, est chose habituelle. Louise, se tournant vivement vers lui. Seriez-vous... Hein, plaît-il, je... Louise, à part. Sans réflexion, j'allais lui demander. Cette indiscrétion conviendrait au commis d'un bureau de voiture. Mais que moi... Vous disiez? Oh, rien, je vous assure. À part. Lui demander son nom, ce serait m'obliger à décliner le mien. Et quand un étranger, un jeune homme surtout, pénètre ce mystère, on regrette souvent de n'avoir su se taire. On est à sa merci. Henri, à part. Quel étrange embarras! Oh. J'attends la question que vous n'achevez pas. Pardonnez-moi, monsieur. Aisément on oublie. Que voulais-je donc dire? Ah, je vous en supplie, veuillez chercher. Eh bien, je désirais savoir pourquoi ce logement, objet de mon espoir, tout à l'heure pour vous avait tant d'importance. Mais si quelque secret vous oblige au silence, je n'insisterai pas. Un secret, nullement. Sur le marché voisin donne ce logement, et quand le locataire aux fenêtres se place, il a le pigeon d'or précisément en face. Louise, l'interrompant avec intérêt. Ah, l'hôtel du pigeon, ce maudit pigeon d'or vers le diable eût bien dû prendre aujourd'hui l'essor. Mais que vous a-t-il fait? Rien. Et pourtant je tremble. La crainte et le désir m'agitent tout ensemble lorsque je le regarde. Louise, avec un intérêt croissant. Allons, expliquez-vous. Au-dessus du pigeon, emblème pur et doux, ma femme ce matin ouvrant une fenêtre. Louise, l'interrompant, et avec une surprise de désappointement. Votre femme? Elle-même à mes yeux doit paraître. Seriez-vous marié depuis longtemps? Hélas, c'est un hymen unique et comme on n'en voit pas. Sa très courte durée à peine est saisissable,
Cependant, il me pèse, il m'est insupportable. Louise, à part. Non, non, ce n'est point lui. Pour son étrangeté, le fait veut en détail être ici raconté. Mon oncle doit laisser un immense héritage. Après que j'eus perdu mes parents en bas âge, il voulut adopter le petit orphelin. Là n'est pas le malheur, mais attendez la fin. J'atteignais mes 20 ans dans le calme et l'étude, l'amour n'ayant jamais troublé ma solitude, lorsque mon oncle, un jour, entamant l'entretien, me dit « Mon cher Henri, c'est mon nom. » Louise, avec un retour d'étonnement et d'intérêt. « Ah, fort bien. »« Mon Henri, si pour moi tu sens quelque tendresse, si tu veux embellir les jours de ma vieillesse, épouse aveuglément la femme de mon choix. » Ah, le frisson me prit jusqu'aux bouts des doigts. Des oncles, on connaît l'engouement ridicule. Mais le mien, désireux de vaincre mon scrupule, m'affirma, par serment sur son honneur prêté, que ma future était une rare beauté. Cela fit un peu trêve à ma frayeur mortelle, et je promis de voir la jeune demoiselle. Et vous avez trouvé? Rien. Louise, à part. C'est fort singulier. Mon oncle, quoique né dans le siècle dernier, n'adopte en fait d'amour que le nouveau système. Les longueurs sont pour lui l'absurdité suprême. Ne pouvant concevoir le tortueux chemin que l'on fait du salut au baiser sur la main, il veut que vers l'hymen la course soit rapide, et qu'un premier regard de notre choix décide. Quelque jour, me dit-il, j'offre à tes yeux surpris celle dont j'ai voulu que tu fusses épris. L'éclair fascinateur frappe, brûle ton âme, et te voilà l'époux d'une adorable femme. Alors, par ce projet, mon cher oncle exalté me peignit les attraits de sa divinité. Bref, il fut convenu que si cette tactique me rendait amoureux par secousse électrique, et si la belle était favorable à mes vœux, un prêtre sans retard consacrerait nos nœuds. Dès ce moment, je suis marié. Quoi? D'avance, votre femme était là pour que l'expérience... Henri, interrompant vivement et se frappant le front. Elle est ici. Ses traits nobles et gracieux occupent mon esprit sans cesse, en tous les lieux. Vous ne pouvez savoir combien cette conquête qui me charmait hier, aujourd'hui m'inquiète. Je ne vous comprends plus. Enfin, que craignez-vous? Les chaînes qu'une femme impose à son époux. La beauté dans son piège aisément nous attire. Un serrement de main, un regard, un sourire tel que celui qu'on voit sur vos lèvres flotter, tout captive le cœur. Il ne peut résister. Et le mien est si faible. Louise, à part. Ah, cet aveu sincère prévient en sa faveur. Cela me désespère, car il faut qu'un mari gouverne sa maison. Que faire quand une dame est sourde à la raison? On s'esquive sans bruit, et d'un pas tout tranquille, on va jusqu'au dîner se promener en ville. Le visage riant, à table on vient s'asseoir, et les torts du matin sont oubliés le soir. La femme, que fait-elle avec votre système? Ce qu'elle a toujours fait, mon Dieu. Quoi donc? Elle aime. Et de qui tenez-vous cet art modérateur? De ma tante, monsieur. J'en admire l'auteur, mais il est bien des cas où l'époux qu'on offense ne pourrait promener sa juste impatience. Me conseillera-t-on de prendre le grand air quand un jeune lion de sa moustache fière, venant dans mon salon se poser en intime, tentera d'usurper ma place légitime quand... Louise, vivement. Permettez, monsieur, mon code conjugal omet les cas prévus par le code pénal. D'ailleurs, pourquoi sans fruit vous troublez la cervelle, tandis que nul péril encore ne se révèle? Oui, je le sens, j'ai tort. Comme en réalité je suis toujours garçon et que ma liberté... Louise, vivement. Comment? Vous n'êtes pas... Pourtant votre langage me semblait indiquer un récent mariage. Je n'ai même pas vu ma future et j'attends. À part... À voir l'expression de ses yeux éclatants, on dirait que l'aveu pour elle est agréable. Louise, à part. Oh, c'est lui, j'en suis sûre. Henri, à part. Elle est belle, adorable. Louise, à part. Mon cœur me dit tout bas que je pourrais l'aimer. Henri, à part. Mon oncle, en la voyant, se laisserait charmer. Louise, à part. Tout doit être éclairci par son nom de famille. Si... Henri, à part. Quand cette beauté dans une femme brille, pour un peu de caprice, il faut être indulgent. Louise, à part. 2 mots et je saurai. Mais en l'interrogeant, j'ai peur de découvrir que je me suis trompée. Henri, à part. De quoi dans ce moment peut-elle être occupée? Oh, mademoiselle, eh bien? On entend le cartel suspendu au-dessus de la porte du fond sonner midi. Que je serais joyeux si vous logiez en face. Au pigeon? Henri, montrant le cartel. En ces lieux, midi vient de sonner, et c'est l'heure critique où mon cœur... Louise, riant. Ah, je sais. À part. L'idée est drôlatique, dirait un romancier maintenant en renom.
Comme au palais royal le docile canon dans le milieu du jour exactement résonne, son cœur doit s'enflammer alors que midi sonne. Oh, et de l'heure, monsieur, qui vous a mis au fait? Veuillez lire avec moi ce fragment de billet que l'oncle de sa poche a laissé choir sans doute, et que moi, j'ai trouvé voltigeant sur la route. Il montre le billet et lit. Si rien ne s'y oppose, je compte partir demain. Louise, à part, et après avoir jeté les yeux sur le billet. C'est la main de ma tante. Henri, continuant la lecture. Avec ma nièce. Nous nous rendrons au Pigeon d'Or à midi, pour qu'Henri puisse nous apercevoir. Mais avant cette heure, je serai bien aise de te parler seul. Oh, le fait est constant. Ma future au pigeon me guette en cet instant. Malencontreux pigeon, combien je te déteste. Va, tu n'es qu'un oiseau de présage funeste. Tranquillisez-vous donc. Jamais, en vérité, jour ne fut plus propice à la tranquillité. Le pigeon contre qui votre courroux s'emporte, pour aucun voyageur n'ouvre aujourd'hui sa porte. Comment? Ma tante et moi nous devions y loger, mais il est envahi par un prince étranger, un hospodar, dit-on, qui mène un train splendide, et l'hôtel n'a pas même une mansarde vide. Et quand cela serait? Banni du Pigeon d'Or, on peut se faire ouvrir 10 auberges encore. Oui, quel que soit l'asile où se cache la belle, mon oncle, j'en suis sûr, arrivera près d'elle. Eh bien alors, le nuage se fend, et peut-être en sort-il cet éclair triomphant qui doit... Henri, vivement. Mais cet éclair, il a frappé mon âme. Où? Comment? De vos yeux, il est parti, madame. Si le premier regard est l'oracle certain qui doit fixer pour moi le conjugal destin, je n'ai point à chercher un séduisant visage, car l'oracle a parlé. C'est à vous qu'il m'engage. Monsieur, dites, je sens l'honneur de votre choix, mais le devoir me fait entendre aussi sa voix, et je suis fiancée. Oh, ce n'est pas possible. Vous me raillez encore. Votre cœur inflexible... Non, je ne raille point. Quel contretemps fatal! Voyons, est-il trop tard pour conjurer le mal? Vous êtes fiancé, et moi-même, peu sage, j'acceptais les liens d'un demi-mariage. Tous deux, nous avons fait la moitié du chemin. Touchons le but ensemble en nous donnant la main. Et votre oncle, monsieur, songez qu'il faut lui plaire. Il serait irrité. Henri, vivement. Qu'importe sa colère. Je n'ai pas de fortune. Hé, j'en aurai pour deux. J'ai, je vous en préviens, des caprices. Tant mieux. À ce léger défaut, si vous n'étiez sujette, l'esprit et la beauté vous rendraient trop parfaite. Quelquefois je me fâche et j'ai le ton méchant. Mais vous êtes encore charmante en vous fâchant. Je vous connais à peine et je pourrais peut-être... Henri, vivement. Vous m'avez vu, je pense, assez pour me connaître. Je ne suis pas doué d'un mérite éclatant, mais le peu que je vaux se découvre à l'instant. Puis-je donc espérer... Lorsque viendra ma tante, nous reprendrons, monsieur, cette affaire importante. Elle veut entrer au numéro 2 et témoigne son impatience en la voyant fermée. Qu'est-ce donc? Je ne puis ouvrir mon logement. Qui l'a fermé, monsieur? Répondez-moi. Comment? Henri, embarrassé. Mademoiselle... Eh bien? C'est que... Louise, avec dépit. Parlez plus vite. Henri, timidement et en montrant le numéro 1. Au numéro 1er, mademoiselle habite. Louise, avec explosion. Au numéro 1er? Oui, à part, quel embarras. Oh, j'ai cru, certainement... Assez, n'achevez pas. Malgré ma volonté nettement exprimée, vous pensiez qu'en voyant cette chambre fermée, je me déciderais à prendre l'autre? Eh bien, vous raisonniez fort mal, et je n'en ferai rien. Henri, très timidement. Il faut me pardonner ma conduite indiscrète. J'avais, vous le savez, le mariage en tête. Il me semblait qu'en vous, ma femme vint s'offrir, et... Je voulais un peu... m'exercer, m'aguerrir. À merveille, monsieur, l'excuse est admirable. Je suis au moins sincère en m'avouant coupable. Montrant le numéro 1. Si vous vouliez entrer... Louise, montrant le numéro 2. Rentrez? Assurément. Donnez-moi donc la clé de mon appartement. Henri, avec hésitation. La clé? La clé. Ce mot à comprendre est facile. Henri, faisant mine de chercher avec empressement. Je fais pour la trouver un effort inutile. À part et continuant le même jeu. Hélas, que dira-t-elle après avoir ouvert du déménagement aussitôt découvert? Le vent souffle déjà, mais gare à la tempête. Pour la 3e fois enfin, je vous répète que je veux cette clé. Puisqu'il faut obéir, la voici. Il la lui présente, mais elle fait avec la main un mouvement de refus. Ce n'est point à moi qu'il sied d'ouvrir. On doit toujours, je crois, récolter ce qu'on sème.
Vous avez clos la porte? Ouvrez-la donc vous-même. Henri ouvre la porte en tremblant. Louise entre au numéro 2 et en sort presque aussitôt. C'est indigne, monsieur. Quoi? Vos porte-manteaux de cet appartement salissent les carreaux. L'insupportable odeur que tout ce cuir dégage, les repoussants objets. Où donc est mon bagage? Au numéro 1er. Louise, après avoir ouvert la porte du numéro 1. C'est encore plus affreux. Regardez ce désordre et soyez-en honteux. Vous ne répondez pas? Henri, à part. L'occasion est bonne pour qu'à la patience un mari se façonne. Regardez mes cartons qui, posés à l'envers, grimacent, déformés après 20 chocs d'hiver. Ce chandelier coiffé de mon chapeau de paille, et ce vieux parapluie éborgnant la muraille. Je ne vous conçois pas, monsieur, vous êtes fou. Vite, allons, tout cela doit sortir de ce trou. Elle entre au numéro 1 et revient avec un carton et un parapluie. Elle traverse rapidement la scène pour entrer au numéro 2, dans l'intérieur duquel elle trébuche contre le petit porte-manteau. De l'intérieur. Hors d'ici, maudit sac! Le petit porte-manteau, lancé de l'intérieur, tombe sur la scène. Louise reparaît traînant la grosse valise qu'elle laisse tomber aux pieds de Henri. Placez à votre guise ce ballot décoré du beau nom de valise. Elle rentre au numéro 2. Henri, à part et en riant. C'est un lutin femelle, un diable en vérité, mais elle a de la verve. Louise, reparaissant. Ah, j'ai tout exporté. Ma chambre est libre enfin. Maintenant je vous quitte. Tandis qu'à l'hôtelier je vais rendre visite et chercher un vinaigre ou quelque eau de senteur qui de ces vilains cuirs puisse chasser l'odeur, vous, monsieur, méritez d'obtenir votre grâce et rangez au plus tôt mes effets à leur place. D'abord par son ruban suspendez mon chapeau à ce grand clou doré brillant sur le trumeau. Ensuite, déployez mon châle sur la bergère. En rangeant mes cartons, ayez la main légère, et sachez éviter, pour qu'on ne gronde plus, de prendre étourdiment le fond pour le dessus. Au reste, à vous aider vous me trouverez prête. Nous finirons tous deux la besogne incomplète, car, si vous n'êtes pas encore mon époux, vous êtes mon ami. Je cours. Dépêchez-vous. Elle sort par la porte du fond. Scène 8. Oui, pour ne pas aimer, adorer cette femme, il faut n'avoir point d'yeux, point d'oreilles, point d'âme. Agile comme un sylphe et vive en son humeur, comme le vin mousseux, champenoise liqueur, elle est pourtant, je crois, affectueuse et bonne. Je serais trop heureux que le ciel me la donne, et si dans le ménage elle veut commander, 1 fois par semaine on pourra lui céder. En ce monde le bien avec le mal s'allie. Voyons, qu'est-ce après tout qu'une femme jolie? On l'a dit avant moi, c'est un mal séduisant. Mais mon oncle, comment le fléchir à présent? D'avance je prévois son interrogatoire. Quelle est, me dira-t-il, cette galante histoire? Ce chef-d'œuvre de grâce à l'auberge trouvée, de quel point cardinal nous est-il arrivé? Son berceau fut à Brest ou bien à Pampelune? Son nom, le connais-tu? Son rang et sa fortune? Voilà les questions dont il m'accablera, et comme le ténor de certains opéras, je répondrai toujours, sans varier mon thème. Hélas, je ne sais rien, mon oncle, mais je l'aime. Ce refrain romantique aura peu de succès. Alors, à ma sottise, il fait un long procès. Il m'accuse d'avoir oublié la promesse qui, pour une autre femme, engageait ma tendresse. Il me traite d'ingrat, moi qui lui dois mon sort. Comment mettre l'amour et l'amitié d'accord? Mais j'y pense. Tandis qu'un tel sujet m'agite, je n'ai pas commencé la besogne prescrite. Mon zèle, cependant, veut se faire applaudir. Le mouvement, d'ailleurs, est bon pour m'étourdir. Il entre au numéro 1. Scène 9. Louise. Elle entre doucement par la porte du fond, tenant à la main un flacon d'eau de Cologne. Elle prête l'oreille au bruit qu'elle entend dans le numéro 1. M'obéit-il? Sans doute. Il s'est mis à l'ouvrage. Ma tante me l'a dit, le parfum du mariage, c'est la docilité que montre le mari. Je pourrais, je le vois, m'entendre avec Henri. N'a-t-il pas supporté ma bourrade en silence? Ah, je lui sais bon gré de tant de patience. Pauvre garçon, vraiment, c'est jouer de malheur. L'avant-goût de l'hymen pour d'autres est flatteur. Lui, dès le premier pas, savoure une dispute. Par le sort du mari, le fiancé débute. Allons, dans l'avenir, s'il est bon, sage, aimant, sa femme lui doit bien un dédommagement. Montrant le numéro 2, je vais l'attendre là. Elle entre au numéro 2. Scène 10. Henri. Il sort du numéro 1, portant une pyramide formée de cartons et de boîtes. Il est coiffé d'une énorme capote de soie verte appartenant à la tante de Louise. Il a suspendu le chapeau de Louise à son bras droit, et il porte le châle sur son bras gauche. En avançant sur la scène, son pied heurte la grosse valise, la pyramide s'écroule, et une quantité de lettres s'échappe d'un petit carton. Maladresse maudite! Je prends tout à la fois pour en finir plus vite, et zest, en un moment l'édifice est détruit.
Si ma voisine vient, nous aurons un beau bruit. Il se débarrasse du châle, du chapeau de Louise, et enfin, il ôte le chapeau de la tante. Commençons par ôter ce chapeau de la tante, monument de la mode en l'an 1830. Apercevant les lettres éparses sur le plancher. Que de lettres, bon Dieu! Ce papier voyageur suffirait à remplir la boîte d'un facteur. De les remettre en place, il faut que je m'empresse. On pourrait soupçonner... Prenant une lettre au hasard et en regardant l'adresse. Qu'est-ce que cette adresse? Il me semble, voyons, à Madame Dormain. Mais de mon oncle ici, je reconnais la main. Il ouvre la lettre, puis voilà bien mon nom sur la première page. Ma foi, je n'y tiens plus, je lis ce griffonnage. Il s'assied pour lire sur la grosse valise. Henri a le cœur d'un enfant, mais il a l'esprit d'un homme. Ce cher oncle de moi ne dit pas trop de mal. Louise et lui feraient un couple charmant. Je ne veux pas pour mon neveu une de ces femmes aux grands airs qui prodiguent leur argent en toilettes folles, courent les bals, les fêtes, et ne se plaisent que hors de leur maison. Une écervelée de ce genre ruinerait Henri, et le rendrait malheureux. Ce qui lui convient, c'est une jeune fille simplement élevée, spirituelle, bonne. C'est bien dit, mais lisons le passage final. Notre jeune homme n'a jamais été amoureux. Mon dessein est de le placer tout à coup en présence de Louise, et l'éclair éblouissant d'un premier regard. Se levant et avec feu, oh, je tiens le secret. Maintenant, plus de doute, cet éclair, ce billet ramassé sur la route, la tente, un messager, l'ours et le pigeon d'or, le numéro premier, puis 20 choses encore. Tout s'explique à mes yeux. C'est elle, ma voisine, qu'en ce jour fortuné mon oncle me destine. Scène 11. Henri, Louise sortant du numéro 2, après avoir épié Henri par la porte entr'ouverte, depuis le commencement de la lecture de la lettre. Louise, affectant le mécontentement. Voilà comme l'on est à mes ordres soumis. À se justifier, monsieur croit être admis, peut-être. Savez-vous, Henri, interrompant vivement, je sais que je vous aime, que depuis un moment mon bonheur est extrême. Je sais qu'au Pigeon d'Or vous avez dû venir. Je sais que vous pouvez demain m'appartenir. Monsieur, il ne sert point de jouer la surprise. Ah, je n'ignore plus votre nom de Louise. Ce nom, je le trouvais déjà mélodieux, mais porté par vous-même, il est délicieux. Si mon oncle était là, que je lui ferais fête. On doit le réputer pour excellent prophète. Ne suis-je pas vaincu par l'éclair annoncé? Seulement, à l'orage, il n'avait point pensé. Vous devez prendre garde et réfléchir. L'orage pourrait encore gronder durant le mariage. J'ai réfléchi. J'ai vu qu'après le mauvais temps, les rayons du soleil brillaient plus éclatants et que, sur votre front où la grâce réside, il ne pouvait passer qu'un nuage rapide. Oui, tenez, j'ai raison de vous parler ainsi, car ce front à mes yeux soudain s'est éclairci. Que de sérénité, de douceur le décor. Oh, Louise, à genoux un amant vous adore, mais pour se relever il veut un nom plus doux. Louise, le relevant. Henri de Rosenberg, mon mari, levez-vous. La toile tombe. Fin de l'éclair par Auguste Breuil, enregistré par Ezoa, en Belgique, en septembre 2008. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Proverbe en un acte. Par Alfred de Musset. Publié en 1845. Représenté en 1848. Personnages. Le comte, la marquise. La scène est à Paris. Un petit salon. Le comte, la marquise. La marquise assise sur un canapé, près de la cheminée, fait de la tapisserie. Le comte entre et salue. Je ne sais pas quand je me guérirai de ma maladresse, mais je suis d'une cruelle étourderie. Il m'est impossible de prendre sur moi de me rappeler votre jour, et toutes les fois que j'ai envie de vous voir, cela ne manque jamais d'être un mardi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Non, mais en le supposant, je ne le pourrai pas, car c'est au hasard que vous soyez seul, et vous allez avoir d'ici à un quart d'heure une cohue d'amis intimes qui me fera sauver, je vous en avertis. Il est vrai que c'est aujourd'hui mon jour, et je ne sais trop pourquoi j'en ai un. C'est une mode qui a pourtant sa raison. Nos mères laissaient leurs portes ouvertes, la bonne compagnie n'était pas nombreuse, et se bornaient pour chaque cercle à une fournée d'ennuyeux
qu'on avalait à la rigueur. Maintenant, dès qu'on reçoit, on reçoit tout Paris. Et tout Paris, au temps où nous sommes, c'est bien réellement Paris tout entier, ville et faubourg. Quand on est chez soi, on est dans la rue. Il fallait bien trouver un remède. De là vient que chacun a son jour. C'est le seul moyen de se voir le moins possible. Et quand on dit « je suis chez moi le mardi », il est clair que c'est comme si on disait « le reste du temps, laissez-moi tranquille ». Je n'en ai que plus de tort de venir aujourd'hui, puisque vous me permettez de vous voir dans la semaine. Prenez votre parti et mettez-vous là. Si vous êtes de bonne humeur, vous parlerez. Sinon, chauffez-vous. Je ne compte pas sur grand monde aujourd'hui. Vous regarderez défiler ma petite lanterne magique. Mais qu'avez-vous donc? Vous me semblez... Quoi? Pour ma gloire, je ne veux pas le dire. Ma foi, je vous l'avouerai, avant d'entrer ici, je l'étais un peu. Quoi? Je le demande à mon tour. Vous fâcherez-vous si je vous le dis? J'ai un bal ce soir où je veux être jolie. Je ne me fâcherai pas de la journée. Eh bien, j'étais un peu ennuyé. Je sais ce que j'ai, c'est un mal à la mode, comme vos réceptions. Je me désole depuis midi, j'ai fait 4 visites sans trouver personne. Je devais dîner quelque part. Je me suis excusé sans raison. Il n'y a pas un spectacle ce soir. Je suis sorti par un temps glacé. Je n'ai vu que des nez rouges et des joues violettes. Je ne sais que faire, je suis bête comme un feuilleton. Je vous en offre autant, je m'ennuie à crier. C'est le temps qu'il fait, sans aucun doute. Le fait est que le froid est odieux. L'hiver est une maladie. Les badauds voient le pavé propre, le ciel clair, et quand un vent bien sec leur coupe les oreilles, ils appellent cela une belle gelée. C'est comme qui dirait une belle fluxion de poitrine. Bien obligé de ces beautés-là. Je suis plus que de votre avis. Il me semble que mon ennui me vient moins de l'air du dehors, tout froid qu'il est, que de celui que les autres respirent. C'est peut-être que nous vieillissons. Je commence à avoir 30 ans, et je perds le talent de vivre. Je n'ai jamais eu ce talent-là, et ce qui m'épouvante, c'est que je le gagne. En prenant des années, on devient plat ou fou, et j'ai une peur atroce de mourir comme un sage. Sonnez pour qu'on mette une bûche au feu. Votre idée me gèle. On entend le bruit d'une sonnette au dehors. Ce n'est pas la peine. On sonne à la porte, et votre procession arrive. Voyons quelle sera la bannière, et surtout tâchez de rester. Non, décidément, je m'en vais. Où allez-vous? Je n'en sais rien. Il se lève, salue, et ouvre la porte. Adieu, madame. À jeudi soir. Pourquoi jeudi? Le comte, debout, tenant le bouton de la porte. N'est-ce pas votre jour aux Italiens? J'irai vous faire une petite visite. Je ne veux pas de vous. Vous êtes trop maussade. D'ailleurs, j'y mène monsieur Camus. Monsieur Camus? Votre voisin de campagne? Oui. Il m'a vendu des pommes et du foin, avec beaucoup de galanterie, et je veux lui rendre sa politesse. C'est bien vous, par exemple. L'être le plus ennuyeux, on devrait le nourrir de sa marchandise. Et à propos, savez-vous ce qu'on dit? Non, mais on ne vient pas. Qui avait donc sonné? Le comte, regardant à la fenêtre. Personne. Une petite fille, je crois, avec un carton. Je ne sais quoi, une blanchisseuse. Elle est là dans la cour, qui parle à vos gens. Vous appelez cela je ne sais quoi? Vous êtes poli, c'est mon bonnet. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit de moi et de monsieur Camus? Fermez donc cette porte, il vient un vent horrible. Le comte, fermant la porte. On dit que vous pensez à vous remarier, que monsieur Camus est millionnaire, et qu'il vient chez vous bien souvent. En vérité, pas plus que cela. Et vous me dites cela au nez tout bonnement. Je vous le dis parce qu'on en parle. C'est une belle raison. Est-ce que je vous répète tout ce qu'on dit de vous aussi par le monde? De moi, madame? Que peut-on dire, s'il vous plaît, qui ne puisse pas se répéter? Mais vous voyez bien que tout peut se répéter, puisque vous m'apprenez que je suis à la veille d'être annoncée madame Camus. Ce qu'on dit de vous est au moins aussi grave, car il paraît malheureusement que c'est vrai. Et quoi donc? Vous me feriez peur. Preuve de plus qu'on ne se trompe pas.
Expliquez-vous, je vous en prie. Ah, pas du tout. Ce sont vos affaires. Le comte, se rasseyant. Je vous en supplie, marquise. Je vous le demande en grâce. Vous êtes la personne du monde dont l'opinion a le plus de prix pour moi. L'une des personnes, vous voulez dire? Non, madame, je dis la personne. Celle dont l'esprit, le sentiment, la... Ah, ciel! Vous allez faire une phrase. Pas du tout. Si vous ne voyez rien, c'est qu'apparemment vous ne voulez rien voir. Voir quoi? Cela s'entend de reste. Je n'entends que ce qu'on me dit, et encore pas des deux oreilles. Vous riez de tout, mais sincèrement, serait-il possible que depuis un an, vous voyant presque tous les jours, faites comme vous êtes, avec votre esprit, votre grâce et votre beauté... Mais mon Dieu, c'est bien plus qu'une phrase, c'est une déclaration que vous me faites là. Avertissez au moins, est-ce une déclaration ou un compliment de bonne année? Et si c'était une déclaration? Oh, c'est que je n'en veux pas ce matin. Je vous ai dit que j'allais au bal. Je suis exposée à en entendre ce soir. Ma santé ne me permet pas ces choses-là 2 fois par jour. En vérité, vous êtes décourageante, et je me réjouirai de bon cœur quand vous y serez prise à votre tour. Moi aussi je m'en réjouirai. Je vous jure qu'il y a des instants où je donnerais de grosses sommes pour avoir seulement un petit chagrin. Tenez, j'étais comme cela pendant qu'on me coiffait, pas plus tard que tout à l'heure. Je poussais des soupirs à me fendre l'âme, de désespoir de ne penser à rien. Raillez, raillez, vous y viendrez. C'est bien possible. Nous sommes tous mortels. Si je suis raisonnable, à qui la faute? Je vous assure que je ne me défends pas. Vous ne voulez pas qu'on vous fasse la cour? Non, je suis très bonne personne. Mais quant à cela, c'est par trop bête. Dites-moi un peu, vous qui avez le sens commun, qu'est-ce que signifie cette chose-là, faire la cour à une femme? Cela signifie que cette femme vous plaît, et qu'on est bien aise de le lui dire. À la bonne heure. Mais cette femme, cela lui plaît-il à elle de vous plaire? Vous me trouvez jolie, je suppose, et cela vous amuse de m'en faire part. Eh bien après, qu'est-ce que cela prouve? Est-ce une raison pour que je vous aime? J'imagine que si quelqu'un me plaît, ce n'est pas parce que je suis jolie. Qui gagne-t-il à ces compliments? La belle manière de se faire aimer que de venir se planter devant une femme avec un lorgnon, de la regarder des pieds à la tête, comme une poupée dans un étalage, et de lui dire bien agréablement: Madame, je vous trouve charmante. Joignez à cela quelques phrases bien fades, un tour de valse et un bouquet. Voilà pourtant ce qu'on appelle faire sa cour. Fi donc! Comment un homme d'esprit peut-il prendre goût à ces niaiseries-là? Cela me met en colère quand j'y pense. Il n'y a pourtant pas de quoi se fâcher. Ma foi, si. Il faut supposer à une femme une tête bien vide et un grand fond de sottise pour se figurer qu'on la charme avec de pareils ingrédients. Croyez-vous que ce soit bien divertissant de passer sa vie au milieu d'un déluge de fadaises et d'avoir du matin au soir les oreilles pleines de balivernes? Il me semble en vérité que si j'étais homme et si je voyais une jolie femme, je me dirais: voilà une pauvre créature qui doit bien être assommée de compliments. Je l'épargnerais, j'aurais pitié d'elle, et si je voulais essayer de lui plaire, je lui ferais l'honneur de lui parler d'autre chose que de son malheureux visage. Mais non, toujours: vous êtes jolie, et puis vous êtes jolie, et encore jolie. Eh mon Dieu, on le sait bien. Voulez-vous que je vous dise? Vous autres hommes à la mode, vous n'êtes que des confiseurs déguisés. Eh bien, madame, vous êtes charmante, prenez-le comme vous voudrez. On entend la sonnette. On sonne de nouveau. Adieu, je me sauve. Il se lève et ouvre la porte. Attendez donc, j'avais à vous dire. Je ne sais plus ce que c'était. Ah, passez-vous par hasard du côté de Fossin dans vos courses? Ce ne sera pas par hasard, madame, si je puis vous être bon à quelque chose. Encore un compliment. Mon Dieu, que vous m'ennuyez. C'est une bague que j'ai cassée. Je pourrais bien l'envoyer tout bonnement, mais c'est qu'il faut que je vous explique. Elle ôte la bague de son doigt. Tenez, voyez-vous, c'est le chaton. Il y a là une petite pointe. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Cela s'ouvrait de côté, par là. Je l'ai heurté ce matin, je ne sais où. Le ressort a été forcé. Dites donc, marquise, sans indiscrétion, il y avait des cheveux là-dedans. Peut-être bien. Qu'avez-vous à rire?
Je ne ris pas le moins du monde. Vous êtes un impertinent. Ce sont des cheveux de mon mari. Mais je n'entends personne. Qui avait donc sonné encore? Le comte, regardant à la fenêtre. Une autre petite fille, et un autre carton. Encore un bonnet, je suppose. À propos, avec tout cela, vous me devez une confidence. Fermez donc cette porte, vous me glacez. Je m'en vais. Mais vous me promettez de me répéter ce qu'on vous a dit de moi, n'est-ce pas, marquise? Venez ce soir au bal, nous causerons. Ah, parbleu, oui, causer dans un bal. Joli endroit de conversation, avec accompagnement de trombone et tintamarre de verre d'eau sucrée. L'un vous marche sur le pied, l'autre vous pousse le coude, pendant qu'un laquais tout poissé vous fourre une glace dans votre poche. Je vous demande un peu si c'est là. Voulez-vous rester ou sortir? Je vous répète que vous m'enrhumez. Puisque personne ne vient, qu'est-ce qui vous chasse? Le comte, fermant la porte et venant se rasseoir. C'est que je me sens malgré moi de si mauvaise humeur que je crains vraiment de vous excéder. Il faut décidément que je cesse de venir chez vous. C'est honnête. Et à propos de quoi? Je ne sais pas, mais je vous ennuie. Vous me le disiez vous-même tout à l'heure, et je le sens bien, c'est très naturel. C'est ce malheureux logement que j'ai là en face. Je ne peux pas sortir sans regarder vos fenêtres, et j'entre ici machinalement, sans réfléchir à ce que j'y viens faire. Si je vous ai dit que vous m'ennuyez ce matin, c'est que ce n'est pas une habitude. Sérieusement, vous me feriez de la peine. J'ai beaucoup de plaisir à vous voir. Vous? Pas du tout. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais retourner en Italie. Ah! Qu'est-ce que dira mademoiselle? Quelle demoiselle, s'il vous plaît? Mademoiselle je ne sais qui. Mademoiselle votre protégée. Est-ce que je sais le nom de vos danseuses? Ah, c'est donc là ce beau propos qu'on vous a tenu sur mon compte. Précisément. Est-ce que vous niez? C'est un conte à dormir debout. Il est fâcheux qu'on vous ait vu très distinctement au spectacle, avec un certain chapeau rose à fleurs, comme il n'en fleurit qu'à l'opéra. Vous êtes dans les cœurs, mon voisin. Cela est connu de tout le monde. Comme votre mariage avec Monsieur Camus. Vous y revenez? Eh bien, pourquoi pas? Monsieur Camus est un fort honnête homme. Il est plusieurs fois millionnaire. Son âge, bien qu'assez respectable, est juste à point pour un mari. Je suis veuve, et il est garçon. Il est très bien quand il a des gants. Et un bonnet de nuit, cela doit lui aller. Voulez-vous bien vous taire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on parle de choses pareilles? Dame, à quelqu'un qui peut les voir. Ce sont apparemment ces demoiselles qui vous apprennent ces jolies façons-là. Le comte, se levant et prenant son chapeau. Tenez, marquise, je vous dis adieu. Vous me ferez dire quelques sottises. Quel excès de délicatesse! Non, mais en vérité, vous êtes trop cruelle. C'est bien assez de défendre qu'on vous aime, sans m'accuser d'aimer ailleurs. De mieux en mieux. Quel temps tragique! Moi, je vous ai défendu de m'aimer? Certainement. De vous en parler, du moins. Eh bien, je vous le permets. Voyons votre éloquence. Si vous le disiez sérieusement... Que vous importe, pourvu que je le dise? C'est que tout en riant, il pourrait bien y avoir quelqu'un ici qui courût des risques. Oh, oh, de grands périls, monsieur. Peut-être, madame, mais par malheur, le danger ne serait que pour moi. Quand on a peur, on ne fait pas le brave. Eh bien, voyons, vous ne dites rien. Vous me menacez, je m'expose, et vous ne bougez pas. Je m'attendais à vous voir au moins vous précipiter à mes pieds comme Rodrigue, ou monsieur Camus lui-même. Il y serait déjà à votre place. Cela vous divertit donc beaucoup de vous moquer du pauvre monde? Et vous, cela vous surprend donc bien, de ce qu'on ose vous braver en face? Prenez garde, si vous êtes brave, j'ai été hussard, moi, madame. Je suis bien aise de vous le dire, et il n'y a pas encore si longtemps. Vraiment? Eh bien, à la bonne heure. Une déclaration de hussard. Cela doit être curieux. Je n'ai jamais vu cela de ma vie. Voulez-vous que j'appelle ma femme de chambre? Je suppose qu'elle saura vous répondre. Vous me donnerez une représentation. On entend la sonnette. Encore cette sonnerie. Adieu donc, marquise. Je ne vous en tiens pas quitte, au moins. Il ouvre la porte. À ce soir toujours, n'est-ce pas?
Mais qu'est-ce donc que ce bruit que j'entends? Le comte, regardant à la fenêtre. C'est le temps qui vient de changer. Il pleut et il grêle à faire plaisir. On vous apporte un troisième bonnet, et je crains bien qu'il y ait un rhume dedans. Mais ce tapage-là, est-ce que c'est le tonnerre? En plein mois de janvier. Et les almanachs? Non, c'est seulement un ouragan, une espèce de trombe qui passe. C'est effrayant. Mais fermez donc la porte. Vous ne pouvez pas sortir de ce temps-là. Qu'est-ce qui peut produire une chose pareille? Le comte, fermant la porte. Madame, c'est la colère céleste qui châtie les carreaux de vitre, les parapluies, les mollets des dames et les tuyaux de cheminée. Et mes chevaux qui sont sortis. Il n'y a pas de danger pour eux s'il ne leur tombe rien sur la tête. Plaisantez donc à votre tour. Je suis très propre, moi, monsieur. Je n'aime pas à crotter mes chevaux. C'est inconcevable. Tout à l'heure, il faisait le plus beau ciel du monde. Vous pouvez bien compter, par exemple, qu'avec cette grêle, vous n'aurez personne. Voilà un jour de moins parmi vos jours. Non pas, puisque vous êtes venu. Posez donc votre chapeau qui m'impatiente. Un compliment, madame. Prenez garde, vous qui faites profession de les haïr, on pourrait prendre les vôtres pour la vérité. Mais je vous le dis, et c'est très vrai. Vous me faites grand plaisir en venant me voir. Le comte, se rasseyant près de la marquise. Alors laissez-moi vous aimer. Mais je vous le dis aussi, je le veux bien. Cela ne me fâche pas le moins du monde. Alors laissez-moi vous en parler. À la hussarde, n'est-il pas vrai? Non, madame, soyez convaincue qu'à défaut de cœur, j'ai assez de bon sens pour vous respecter. Mais il me semble qu'on a bien le droit, sans offenser une personne qu'on respecte, d'attendre que la pluie soit passée, n'est-ce pas? Vous êtes entré ici tout à l'heure sans savoir pourquoi. Vous l'avez dit vous-même. Vous étiez ennuyé, vous ne saviez que faire. Vous pouviez même passer pour assez grognon. Si vous aviez trouvé ici 3 personnes, les premières venues, là au coin de ce feu, vous parleriez, à l'heure qu'il est, littérature ou chemin de fer. Après quoi vous iriez dîner. C'est donc parce que je me suis trouvé seule que vous vous croyez tout à coup obligé, oui obligé, pour votre honneur, de me faire cette même cour, cette éternelle, insupportable cour, qui est une chose si inutile, si ridicule, si rebattue. Mais qu'est-ce que je vous ai donc fait? Qu'il arrive ici une visite, vous allez peut-être avoir de l'esprit, mais je suis seule. Vous voilà plus banal qu'un vieux couplet de vaudeville. Et vite, vous abordez votre thème. Et si je voulais vous écouter, vous m'exhiberiez une déclaration. Vous me réciterez votre amour. Savez-vous de quoi les hommes ont l'air en pareil cas? De ces pauvres auteurs sifflés qui ont toujours un manuscrit dans leur poche, quelque tragédie inédite et injouable, et qui vous tient cela pour vous en assommant dès que vous êtes seul un quart d'heure avec eux. Ainsi, vous me dites que je ne vous déplais pas, je vous réponds que je vous aime, et puis c'est tout à votre avis? Vous ne m'aimez pas plus que le grand Turc. Oh, par exemple, c'est trop fort. Écoutez-moi un seul instant, et si vous ne me croyez pas sincère... Non, non et non. Mon Dieu! Croyez-vous que je ne sache pas ce que vous pourriez me dire? J'ai très bonne opinion de vos études, mais parce que vous avez de l'éducation, pensez-vous que je n'ai rien lu? Tenez, je connaissais un homme d'esprit qui avait acheté je ne sais où une collection de 50 lettres, assez bien faites, très proprement écrites, des lettres d'amour, bien entendu. Ces 50 lettres étaient gardées de façon à composer une sorte de petit roman, où toutes les situations étaient prévues. Il y en avait pour les déclarations, pour les dépits, pour les espérances, pour les moments d'hypocrisie où l'on se rabat sur l'amitié, pour les brouilles, pour les désespoirs, pour les instants de jalousie, pour la mauvaise humeur, même pour les jours de pluie comme aujourd'hui. J'ai lu ces lettres. L'auteur prétendait, dans une sorte de préface, en avoir fait usage pour lui-même, et n'avoir jamais trouvé une femme qui résistât plus tard que le 33e numéro. Eh bien, j'ai résisté, moi, à toute la collection. Je vous demande si j'ai de la littérature, et si vous pourriez vous flatter de m'apprendre quelque chose de nouveau. Vous êtes bien blasée, marquise. Des injures? J'aime mieux cela. C'est moins fade que vos sucreries. Oui, en vérité, vous êtes bien blasée. Vous le croyez? Eh bien, pas du tout. Comme une vieille Anglaise, mère de 14 enfants. Comme la plume qui danse sur mon chapeau.
Vous vous figurez donc que c'est une science bien profonde que de vous savoir tous par cœur? Mais il n'y a pas besoin d'étudier pour apprendre. Il n'y a qu'à vous laisser faire. Réfléchissez, c'est un calcul bien simple. Les hommes assez braves pour respecter nos pauvres oreilles et pour ne pas tomber dans la sucrerie sont extrêmement rares. D'un autre côté, il n'est pas contestable que, dans ces tristes instants où vous tâchez de mentir pour essayer de plaire, vous vous ressemblez tous comme des capucins de cartes. Heureusement pour nous, la justice du ciel n'a pas mis à votre disposition un vocabulaire très varié. Vous n'avez tous, comme on dit, qu'une chanson, en sorte que le seul fait d'entendre les mêmes phrases, la seule répétition des mêmes mots, des mêmes gestes à prêter, des mêmes regards tendres, le spectacle seul de ces figures diverses qui peuvent être plus ou moins bien par elles-mêmes, mais qui prennent toutes, dans ces moments funestes, la même physionomie humblement conquérante, cela nous sauve par l'envie de rire, ou du moins par le simple ennui. Si j'avais une fille, et si je voulais la préserver de ces entreprises qu'on appelle dangereuses, je me garderais bien de lui défendre d'écouter les pastorales de ces valseurs. Je lui dirais seulement, n'en écoute pas un seul. Écoute-les tous. Ne ferme pas le livre, et ne marque pas la page. Laisse-le ouvert. Laisse ces messieurs te raconter leurs petites drôleries. Si par malheur il y en a un qui te plaît, ne t'en défends pas. Attends seulement. Il en viendra un autre tout pareil, qui te dégoûtera de tous les deux. Tu as 15 ans, je suppose. Eh bien, mon enfant, cela ira ainsi jusqu'à 30, et ce sera toujours la même chose. Voilà mon histoire et ma science. Appelez-vous cela être blasé? Horriblement, si ce que vous dites est vrai, et cela semble si peu naturel que le doute pourrait être permis. Qu'est-ce que cela me fait, que vous me croyiez ou non? Encore mieux. Est-ce bien possible? Quoi, à votre âge, vous méprisez l'amour? Les paroles d'un homme qui vous aime vous font l'effet d'un méchant roman? Ses regards, ses gestes, ses sentiments vous semblent une comédie? Vous vous piquez de dire vrai? Et vous ne croyez que mensonge dans les autres? Mais d'où revenez-vous donc, marquise? Qu'est-ce qui vous a donné ces maximes-là? Je reviens de loin, mon voisin. Oui, de nourrice. Les femmes s'imaginent qu'elles savent toutes choses au monde. Elles ne savent rien du tout. Je vous le demande à vous-même. Quelle expérience pouvez-vous avoir? Celle de ce voyageur qui, à l'auberge, avait vu une femme rousse et qui écrivait sur son journal «Les femmes sont rousses dans ce pays-ci». Je vous avais prié de mettre une bûche au feu. Le comte, mettant la bûche. Être prude, cela se conçoit. Dire non, se boucher les oreilles, haïr l'amour, cela se peut. Mais le nier, quelle plaisanterie! Vous découragez un pauvre diable en lui disant je sais ce que vous allez me dire. Mais n'est-il pas en droit de vous répondre oui, madame, vous le savez peut-être, et moi aussi, je sais ce qu'on dit quand on aime. Mais je l'oublie en vous parlant. Rien n'est nouveau sous le soleil, mais je dis à mon tour qu'est-ce que cela prouve? À la bonne heure, au moins. Vous parlez très bien. À peu de choses près, c'est comme un livre. Oui, je parle. Et je vous assure que, si vous êtes tel qu'il vous plaît de le paraître, je vous plains très sincèrement. À votre aise. Faites comme chez vous. Il n'y a rien là qui puisse vous blesser. Si vous avez le droit de nous attaquer, n'avons-nous pas raison de nous défendre? Quand vous nous comparez à des auteurs sifflés, quel reproche croyez-vous nous faire? Eh, mon Dieu! Si l'amour est une comédie... Le feu ne va pas. La bûche est de travers. Le comte, arrangeant le feu. Si l'amour est une comédie, cette comédie vieille comme le monde, sifflée ou non, est au bout du compte ce qu'on a encore trouvé de moins mauvais. Les rôles sont rebattus, j'y consens, mais si la pièce ne valait rien, tout l'univers ne le saurait pas par cœur. Et je me trompe en disant qu'elle est vieille. Est-ce être vieux que d'être immortel? Monsieur, voilà de la poésie. Non, madame, mais ces fadaises, ces balivernes qui vous ennuient, ces compliments, ces déclarations, tout ce radotage, sont de très bonnes anciennes choses, convenues, si vous voulez, fatigantes, ridicules parfois, mais qui en accompagnent une autre, laquelle est toujours jeune. Vous vous embrouillez. Qu'est-ce qui est toujours vieux? Et qu'est-ce qui est toujours jeune? L'amour. Monsieur, voilà de l'éloquence. Non, madame, je veux dire ceci. L'amour est immortellement jeune.
et que les façons de l'exprimer sont et demeureront éternellement vieilles. Les formes usées, les redites, ces lambeaux de romans qui vous sortent du cœur, on ne sait pas pourquoi. Tout cet entourage, tout cet attirail, c'est un cortège de vieux chambellans, de vieux diplomates, de vieux ministres. C'est le caquet de l'antichambre d'un roi. Tout cela passe, mais ce roi-là ne meurt pas. L'amour est mort, vive l'amour. L'amour? L'amour. Et quand même on ne ferait que s'imaginer. Donnez-moi l'écran qui est là. Celui-là? Non, celui de taffetas. Voilà votre feu qui m'aveugle. Le comte, donnant l'écran à la marquise. Quand même on ne ferait que s'imaginer qu'on aime. Est-ce que ce n'est pas une chose charmante? Mais je vous dis, c'est toujours la même chose. Et toujours nouveau, comme dit la chanson. Que voulez-vous qu'on invente? Il faut apparemment qu'on vous aime en hébreu. Cette Vénus qui est là sur votre pendule, c'est aussi toujours la même chose. En est-elle moins belle, s'il vous plaît? Si vous ressemblez à votre grand-mère, est-ce que vous en êtes moins jolie? Bon, voilà le refrain. Joli. Donnez-moi le coussin qui est près de vous. Le comte, prenant le coussin et le tenant à la main. Cette Vénus est faite pour être belle, pour être aimée et admirée. Cela ne l'ennuie pas du tout. Si le beau corps trouvé à Milhaud a jamais eu un modèle vivant, assurément cette grande gaillarde a eu plus d'amoureux qu'il ne lui en fallait, et elle s'est laissée aimer comme une autre, comme sa cousine Astarté, comme Aspasie et Manon Lescaut. Monsieur, voilà de la mythologie. Le comte, tenant toujours le coussin. Non, madame, mais je ne puis dire combien cette indifférence à la mode, cette froideur qui raille et dédaigne, cet air d'expérience qui réduit tout à rien, me font peine à voir à une jeune femme. Vous n'êtes pas la première chez qui je les rencontre. C'est une maladie qui court les salons. On se détourne, on bâille, comme vous en ce moment. On dit qu'on ne veut pas entendre parler d'amour. Alors pourquoi mettez-vous de la dentelle? Qu'est-ce que ce pompon-là fait sur votre tête? Et qu'est-ce que ce coussin fait dans votre main? Je vous l'avais demandé pour mettre sous mes pieds. Eh bien, l'y voilà. Et moi aussi. Je vous ferai une déclaration, bon gré mal gré, vieille comme les rues, et bête comme une oie, car je suis furieux contre vous. Il pose le coussin à terre, devant la marquise, et se met à genoux dessus. Voulez-vous me faire la grâce de vous ôter de là, s'il vous plaît? Non, il faut d'abord que vous m'écoutiez. Vous ne voulez pas vous lever? Non, non et non. Comme vous le disiez tout à l'heure, à moins que vous ne consentiez à m'entendre. J'ai bien l'honneur de vous saluer. Elle se lève. Le comte, toujours à genoux. Marquise, au nom du ciel, cela est trop cruel. Vous me rendrez fou. Vous me désespérez. Cela vous passera au café de Paris. Le comte, de même. Non, sur l'honneur, je parle du fond de l'âme. Je conviendrai, tant que vous voudrez, que j'étais entré ici sans dessein. Je ne comptais que vous voir en passant, témoin cette porte que j'ai ouverte 3 fois pour m'en aller. La conversation que nous venons d'avoir, vos railleries, votre froideur même, m'ont entraîné plus loin qu'il ne fallait peut-être. Mais ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est du premier jour où je vous ai vu, que je vous aime, que je vous adore. Je n'exagère pas en m'exprimant ainsi. Oui, depuis plus d'1 an. Je vous adore. Je ne songe. Adieu. La marquise sort et laisse la porte ouverte. Le comte, demeuré seul, reste un moment encore à genoux, puis il se lève et dit: C'est la vérité que cette porte est glaciale. Il va pour sortir, et voit la marquise. Ah, marquise, vous vous moquez de moi. La marquise, appuyée sur la porte entr'ouverte. Vous voilà debout? Oui, et je m'en vais pour ne plus jamais vous revoir. Venez ce soir au bal, je vous garde une valse. Jamais, jamais je ne vous reverrai. Je suis au désespoir, je suis perdu. Qu'avez-vous? Je suis perdu. Je vous aime comme un enfant. Je vous jure, sur ce qu'il y a de plus sacré au monde. Adieu. Elle veut sortir. C'est moi qui sors, madame. Restez, je vous en supplie. Ah, je sens combien je vais souffrir. La marquise, d'un ton sérieux. Mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous me voulez?
Mais madame, je désirais... Quoi? Car enfin vous m'impatientez. Vous imaginez-vous que je vais être votre maîtresse et hériter de vos chapeaux roses? Je vous préviens qu'une pareille idée fait plus que me déplaire, elle me révolte. Vous, marquise, grand Dieu, s'il était possible, ce serait ma vie entière que je mettrais à vos pieds, ce serait mon nom, mes biens, mon honneur même que je voudrais vous confier. Moi, vous confondre un seul instant, je ne dis pas seulement avec ces créatures dont vous ne parlez que pour me chagriner, mais avec une autre femme du monde. L'avez-vous bien pu supposer? Me croyez-vous si dépourvu de sens? Mon étourderie ou ma déraison a-t-elle donc été si loin que de vous faire douter de mon respect? Vous qui me disiez tantôt que vous aviez quelque plaisir à me voir, peut-être quelque amitié pour moi. N'est-il pas vrai, marquise? Pouvez-vous penser qu'un homme ainsi distingué par vous, que vous avez pu trouver digne d'une si précieuse, d'une si douce indulgence, ne saurait pas ce que vous valez? Suis-je donc aveugle ou insensé? Vous, ma maîtresse, non pas, mais ma femme. Ah! Eh bien, si vous m'aviez dit cela en arrivant, nous ne nous serions pas disputés. Ainsi vous voulez m'épouser? Mais certainement. Je meurs d'envie. Je n'ai jamais osé vous le dire, mais je ne pense pas à autre chose depuis un an. Je donnerais mon sang pour qu'il me fût permis d'avoir la plus légère espérance. Attendez donc. Vous êtes plus riche que moi. Oh mon Dieu, je ne crois pas. Et qu'est-ce que cela vous fait? Je vous en supplie, ne parlons pas de ces choses-là. Votre sourire en ce moment me fait frémir d'espoir et de crainte. Un mot par grâce. Ma vie est dans vos mains. Je vais vous dire 2 proverbes. Le premier, c'est qu'il n'y a rien de tel que de s'entendre. Par conséquent, nous causerons de ceci. Ce que j'ai osé vous dire ne vous déplaît donc pas? Mais non. Voici mon second proverbe. C'est qu'il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Or voilà 3/4 d'heure que celle-ci, grâce à vous, n'est ni l'un ni l'autre. Et cette chambre est parfaitement gelée. Par conséquent aussi, vous allez me donner le bras pour aller dîner chez ma mère. Après cela, vous irez chez Fossin. Chez Fossin, madame? Pourquoi faire? Ma bague? Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Eh bien, votre bague, marquise. Marquise, dites-vous? Eh bien, à ma bague, il y a justement sur le chaton une petite couronne de marquise. Et comme cela peut servir de cachet... Dites donc, comte, qu'en pensez-vous? Il faudra peut-être ôter les fleurons. Allons, je vais mettre un chapeau. Vous me comblez de joie. Comment vous exprimer? Mais fermez donc cette malheureuse porte. Cette chambre ne sera plus habitable. Fin de Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Le succès imprévu du Caprice donna l'idée aux artistes de la Comédie-Française de chercher parmi les ouvrages d'Alfred de Musset quelque autre pièce du même genre. Madame Allan-des-Préaux et Monsieur Brindeau choisirent le proverbe Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, publié par la Revue des Deux Mondes en 1845. Ce petit acte, joué sans aucun changement par les mêmes artistes que le Caprice, fut écouté avec le même plaisir. Depuis le 7 avril 1848, qu'on l'a représenté pour la première fois, il est resté au répertoire du théâtre français. Fin de l'enregistrement. J'aime les femmes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. J'aime les femmes. Fantaisie en prose par Georges Lorrain. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les femmes. Oh, mais je les aime comme ça. Il écarte les bras. Pas grosses comme ça. Non, énormément, de tout mon cœur. C'est si gentil, une femme. Non, les femmes, toutes enfin, les maigres. Oh, les maigres et les grosses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Tenez, l'autre jour j'en suivais une. Moyenne, ni grosse ni maigre,
pas trop grande, pas trop petite, comme ça. Il indique la hauteur. Elle était blonde. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'aime les blondes. Il y a des jours. Les autres jours, c'est les brunes. Les rousses, de temps en temps, pas trop. Elle était donc blonde. Je la suivais. Et je l'aimais. Oh, je l'aimais. Vous comprenez? Je ne la voyais que de dos. Eh bien, figurez-vous que je m'avance. Elle se retourne. Elle était jolie. Ah. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'adore les femmes jolies. Une jolie femme, une maison de campagne et rien à faire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je la suivais donc. Elle se retourne. Pardon, madame, lui dis-je. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'irai bien faire un petit tour. Mais monsieur, j'y vais. Ah? Et où allez-vous? Vous êtes un indiscret. Ah, demande bien pardon, c'était pour savoir. Eh bien, vous le savez. Comment je le sais? Je vais chez vous. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Il y a de ces choses auxquelles on ne s'attend pas et qui vous secouent un homme. Chez moi? dis-je. Oui, chez vous, et je vais vous prouver que vos faux cols sont mieux empesés que vous ne le dites, et que ce n'est pas parce qu'un faux col redresse plus ou moins qu'on renvoie une pauvre blanchisseuse. Mais pardon, madame, une blanchisseuse? Oui, monsieur, une pauvre blanchisseuse qui ne vous a rien fait. Mais madame, je ne connais pas de blanchisseuse qui ne m'ait rien fait. Si, monsieur, mon apprenti, ma jeune apprentie qui est rentrée l'autre jour tout en larmes, la pauvre chérie, en me racontant que vous lui aviez refusé les faux cols, car apprenez-le, monsieur, je suis votre blanchisseuse en chef. Ma blanchisseuse en chef? Alors la jeune brune qui... Et vous êtes ça. J'ai deux blanchisseuses, une brune et une blonde? Oui, monsieur. Je vous suis, et nous allons voir. Mais ce n'est pas pour ça que... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l'idée de recevoir un savon de ma blanchisseuse, ça m'avait complètement tourné la tête et je la précédai, en marchant derrière elle, sans me rendre bien compte qu'elle me menait véritablement chez moi. Nous marchions depuis un instant, elle devant, moi derrière, quand passa entre nous une femme, superbe, énorme, etc. Je la suivis. Pardon, madame, lui dis-je. Oui, monsieur, j'ai compris. Mais cela ne peut pas durer. Quoi donc? Nous allons arranger cette affaire-là. Suivez-moi. Où ça? Chez vous? Chez moi? Eh bien, et l'autre? Mais enfin, madame, m'expliquerez-vous? Je vous dis que cette culotte vous va très bien. Laquelle? Comment laquelle? Mais la vôtre, monsieur, la neuve. Ma culotte? Oui, monsieur, votre culotte. Et si mon mari avait un peu plus d'énergie... D'énergie? Il aurait fait sa course lui-même. Nous sommes les premiers tailleurs du monde, monsieur. Et du reste, suivez-moi. Je la suivis, par derrière. La situation devenait embarrassante. Deux femmes chez moi. Et deux femmes jolies. Ah, mais jolies! Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je m'esquivai. Je n'avais pas fait 3 pas qu'une femme jolie, ah, mais jolie, vint directement à moi. C'était un succès, décidément. Nous n'avons pas une minute à perdre, me dit-elle. Mon mari me suit. Suivez-moi. Où ça? Chez vous? Chez moi, mais... Pas une minute, vous dis-je. Et elle me poussa dans une voiture vide qui passait. Je montai, ahuri. Me reconnaissez-vous bien? Me dit-elle, en me regardant dans le blanc des yeux. Il y a 3 ans. Il y a 3 ans? Oui, tout en haut du Mont Blanc. Tout en haut du Mont Blanc? Oui, tout en haut du Mont Blanc. Il y avait 2 hommes et une femme. Les 2 hommes, c'était vous. Moi? Vous et mon mari. Ah! Vous me sauvâtes la vie. Et alors? Alors nous voulons vous remercier tous les deux. Mon mari me rejoint chez vous. Nous avons découvert votre adresse. Ah, alors, madame, vous me permettrez de descendre le premier parce que... Oh, faites, monsieur, faites. Nous allons être si heureux. Je m'esquivai, et je restai bientôt sur le trottoir dans une rêverie amère de réflexion. 3 femmes chez moi? 3? Et des jolies? Vous voudriez bien, vous, avoir chez vous 3 femmes, 3, et des jolies. Eh bien, moi aussi. Mais voilà le hic. Je ne sais pas si vous êtes comme moi.
Je suis marié. Fin de J'aime les femmes par Georges Laurin, lu par Ezoa en Belgique en février 2009. Lui. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lui, par Jacques Normand. A. C. Coquelin. Je l'aimais. Elle était du Midi, brune et mince, ayant malgré Paris gardé de sa province un tout petit accent léger, naïf, charmant. Un accent, qu'ai-je dit? Non, un gazouillement, quelque chose d'exquis, donnant à sa parole l'allure d'un oiseau qui sautille et s'envole. Encore plus que l'accent, elle avait de là-bas gardé le goût très vif. Ma foi, je ne sais pas comment dire. Elle aimait cette chose peu douce d'un parfum persistant dont on glisse une gousse dans l'os ou dans les flancs d'un gigot parfumé. C'est vous qui l'avez dit, je ne l'ai pas nommé. Elle l'adorait donc, la petite diablesse. Que voulez-vous? C'était son unique faiblesse, faiblesse de naissance. Et moi, je l'exécrais toujours, avant, pendant, après, surtout après. Aussi, vil égoïste et tyran redoutable, l'avais-je à tout jamais proscrit de notre table. La pauvrette en souffrait, mais cachait son ennui, et, par amour pour moi, ne pensait plus à lui. Moins par vocation, hélas, que par caprice, Pomponnette, ce fut son nom, était actrice. Notre amour, frais éclos par un soir de printemps, fleurissait à l'ardent soleil de nos 20 ans. En nos deux cœurs chantait une éternelle fête. Oh, les petits soupers joyeux, en tête-à-tête, au retour du théâtre, en son boudoir coquet. Oh, tous les pantalons usés sur son parquet à lui faire l'aveu de ma tendresse folle. Ou bien silencieux, sans la moindre parole, à caresser des doigts, à dévorer des yeux le trésor parfumé de ses sombres cheveux. Ah, tendre souvenir des premières années, fleur d'amour que le temps n'a point encore fanée. Donc, notre passion brûlait de tout son feu, et nous aimant beaucoup, nous nous quittions fort peu. Cependant, un beau jour, je dus, pour une affaire oubliée aujourd'hui, à coup sûr très vulgaire, quitter Paris pendant 24 heures au plus. Pomponnette eut gros cœur, pauvre fille, et je lus dans ses yeux, où brillait une larme réelle, un très profond chagrin de me sentir loin d'elle. Je partais à minuit, par la gare du Nord. Pars, dit la brune enfant, tout en faisant effort pour me cacher son trouble et me donner courage. Ne te tourmente pas, mon bon, je serai sage, et pendant ces 2 nuits et ces 2 jours, à toi je penserai toujours. Pense toujours à moi. Après ce tendre aveu d'un amour idolâtre, je la laissai partir seule pour son théâtre. Puis je fis mes paquets et quittai la maison. Êtes-vous comme moi? Mais en toute saison, pendant les 12 étés ou les hivers barbares, j'ai la plus sainte horreur de poser dans les gares. Je tâche d'arriver ni trop tôt ni trop tard. 5 minutes, pas plus, juste avant le départ. Cette fois, ma lenteur à choisir mes cravates, plus le pas hésitant d'un cheval à 3 pattes, plus un encombrement survenant tout exprès, me firent arriver 5 minutes après. 5 minutes, pas plus, comme à mon habitude. J'étais exact encore dans l'inexactitude. Oserais-je le dire? Ayant alors 20 ans, je ne fus qu'à moitié fâché du contretemps. Grâce à l'infirmité de ce cheval honnête, j'allais jusqu'au matin revoir ma Pomponnette. En son premier sommeil, j'allais tout doucement surprendre mon ami, et ce serait charmant. Je montai l'escalier sans bruit, ouvris la porte. Oh, bonheur! Tout à coup, ma surprise est trop forte. Je vois dans la nuit noire un lumineux rayon qui, sur le parquet sombre allongeant son sillon, sort du boudoir coquet où volait ma tendresse. J'approche à petits pas, j'écoute. Oh, la traîtresse! Oh, l'infâme! J'entends un double bruit de voix. Frémissant de surprise et de rage à la fois, j'applique un œil ardent au trou de la serrure. Plus de doute à présent, la trahison est sûre. Je l'aperçois, assise et pleine de gaieté, soupant, avec quelqu'un sans doute à son côté, quelque rival heureux qu'elle me substitue. Ah, dans ces moments-là, je comprends que l'on tue. Pourtant, près de pousser la porte, j'hésitai. Mais je voulus savoir toute la vérité, être ou bien n'être pas,
et j'entrai dans la chambre. Rose comme la neige au soleil de décembre, Pomponnette bondit sur sa chaise et sauta. Elle était seule avec sa soubrette Augusta. Où l'avez-vous caché? Lui dis-je avec furie. Caché? Qui? Que dis-tu? Point de plaisanterie, répondis-je. Il est là. Je le sens. Eh bien oui, me dit-elle, mon bon, c'est un crime inouï, mais je puis invoquer des excuses majeures, car avant ton retour, j'avais mes 24 heures. C'en est trop. Sans pudeur, sans nul ménagement, elle ose m'avouer. Dans mon emportement, je m'élance vers elle, effaré, redoutable, quand tout à coup, passant à côté de la table, je perçois un fumet proscrit qui doucement monte d'un bon gigot bien doré, bien fumant, dont le flanc est marqué de plus d'un coup de lame. La lumière se fait aussitôt dans mon âme. Ce rival préféré que je croyais enfui, ce n'était pas, en un mot, c'était lui. Me croyant éloignée pour 2 jours, la pauvrette ce soir s'était offert cette petite fête, et ne résistant point à son goût enragé, libre par mon départ, elle en avait mangé. Ah, quel soulagement! Elle m'était fidèle. Le cœur tout palpitant, je m'élançai vers elle, et dans un doux baiser, oh, que je t'aime! Ah, non, je ne le dirai pas, cet exécrable nom. Point n'est besoin d'apprendre à présent, je suppose, que le souper fut loin d'être morose, que ce premier baiser ne fut pas le dernier. Quant à moi, très heureux, je ne puis le nier, de voir que mes soupçons s'envolaient en fumée, affamé, j'attaquai la chose parfumée. Ô surprise! Ô bonheur! Je sentis tout à coup ma haine d'autrefois et mon ancien dégoût s'atténuer soudain et devenir tendresse. Je dégustai gaiement auprès de ma maîtresse ce fin piment, celui que je n'ai point nommé. Et depuis ce temps-là, je l'ai toujours aimé. Fin de Lui, par Jacques Normand, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Madame Barbasson. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Madame Barbasson par Octave Pradel. Par un jour de printemps, je devins amoureux. Oui, moi Barbasson. Dans ce cœur valeureux qui se croyait de roc, l'amour fit une entaille. Et ce front qui jamais ne rêva que bataille et luttes gigantesques eut des pensées plus doux. Miette, tout un mois, me tint à ses genoux. Mais aussi quelle femme! Une déesse, un ange, des yeux noirs longs d'un pied, et pleins d'un charme étrange, une taille invisible, un col flexible et rond, des cheveux à couvrir toute la Joliette, un torse, ô mes amis, auprès de ma Miette on aurait appelé Vénus un laideron. Sa jambe, du paros, ses lèvres, des grenades, un sourire enchanteur, un pied de lilliput, une voix parcourant en brillante cascade 3 octaves au moins, du si grave au contrut. Bref, un trésor divin. Quand je lui dis « Je t'aime, je serai ton époux, je serai ton amant », elle eut, vous le pensez, un éblouissement. Barbasson pour mari, c'était l'idéal même. La noce fut superbe, et je le fus aussi. Pourtant, le lendemain, je lus comme un souci sur son front ravissant. « Qu'as-tu donc, ma chère âme ?»« Oh, mon cher Barbasson, dit-elle, votre femme est heureuse et charmée. Eh bien, en ce beau jour, elle voudrait encore comme preuve d'amour que vous renouveliez pour elle une prouesse, que pour votre colombe au splendide ramier vous fassiez, en cela vous êtes coutumier étant maître en courage, en force, en hardiesse, quelque chose de grand et d'impossible. Té, si ce n'est que cela, Miette, en vérité, je ne peux refuser ta première requête. Alors, plongeant mon front dans mes mains, je pensai 1 minute ou 2. Puis, relevant la tête, c'est fait. De cet exploit, le plan est tout tracé.
Et savez-vous, messieurs, ce que je fis pour elle? Écoutez. Avec mon audace habituelle, certes, j'aurais bien pu, nageant comme un requin, fouiller toutes les mers de l'Espagne au Tonquin et jeter à ses pieds des perles sans pareilles. Bagasse, j'aurais pu, tranquille et souriant, traversant en vainqueur le profond Orient, mettre les diamants de l'Inde à ses oreilles, gravir l'Himalaya, combler quelques volcans, retourner en Afrique y massacrer le fauve et de peau de lion tapisser son alcôve, ou conquérir un trône au pays Araucan, ou bien lui rapporter quelques ours blancs des pôles pour réchauffer ses pieds quand viendraient les hivers. Je pouvais lui montrer mes robustes épaules supportant sans effort le poids de l'univers, comme le fit jadis, non sans quelque énergie, Atlas, ce Marseillais de la mythologie, ou me faire corsaire et mettre l'embargo, comme les flibustiers autrefois aux Antilles, sur tous les galions, aller dans le Congo et faire prisonnier 20 ou 30 gorilles que j'aurais mis en cage afin de l'amuser sur son gentil balcon en pleine canebière. Mais ceci, je le crois, aurait trop fait jaser. On aurait vu pour sûr Marseille tout entière venir stationner devant chaque animal et dire « Té, c'est le conseil municipal !» Je pouvais imiter l'ancien lutteur Hercule, mais j'ai toujours trouvé cet homme ridicule d'avoir passé sa vie et par monts et par vaux et de n'avoir en tout fait que 12 travaux. Je pouvais tout cela, parbleu. La belle gloire! Ces exploits valent-ils seulement la façon? Je fis plus. Je fis mieux. Et vous allez m'en croire, car je fis à ma femme un petit Barbasson. Fin de Madame Barbasson, par Octave Pradel, lu par Ezois, en Belgique, en octobre 2009. Un monsieur qui n'aime pas les monologues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Un monsieur qui n'aime pas les monologues, par Georges Feydeau. À Coquelin-Cadet. Non, je m'en vais, cela m'agace. Il y a là à côté ce grand blond, vous savez, ce grand blond qui dit des monologues. Eh bien, il en dit un en ce moment. Des monologues. A-t-on idée de cela? Si j'étais la préfecture de police, je les défendrais. C'est faux, archi faux. Un homme raisonnable ne parle pas tout seul. Il pense, et alors il ne parle pas. C'est ce qui le distingue des fous qui parlent et qui ne pensent pas. Admettre le monologue, c'est rabaisser l'humanité. On devrait le défendre. Cela me rend malade. Moi, je n'admets le monologue qu'à plusieurs. Parce qu'alors ce n'est plus un monologue. Ce sont des gens qui se parlent, et nous, qui les écoutons, dans la salle, nous sommes comme des indiscrets. Mais ils ne s'occupent pas de nous. Tandis que celui qui vient nous débiter un monologue, de quel droit? Qui est-ce qui lui demande quelque chose? Enfin, c'est comme si je venais vous en dire un, moi. Hein? Qu'est-ce que vous diriez? C'est faux, archi faux, n'est-ce pas? Eh bien, nous sommes du même avis. Ah, quand on a une excuse, bon, je comprends. C'est autre chose. Ainsi, moi, tenez, j'ai un concierge. C'est très curieux. Pas d'avoir un concierge, c'est une infirmité. Non, c'est qu'il parle toujours tout seul. Mais lui, cela ne m'agace pas, parce qu'il a une excuse. Il est sourd. Il parle, c'est une façon de s'entendre penser. Mais tenez, pour vous prouver que je ne suis pas de parti pris, la chanson, la romance, je comprends très bien, parce qu'il y a la musique. C'est faux, archi faux, mais il y a la musique. Voilà l'excuse. C'est une façon de vous dire, vous savez, n'en croyez pas un mot. Tandis que le monologue, on dirait toujours que c'est arrivé. Ainsi, dans les tragédies de Corneille, c'en est rempli. Chaque fois qu'il y en a un, je quitte la salle, ça m'agace, et je ne rentre que lorsqu'un second personnage rentre aussi. C'est pour cela que vous me voyez toujours au strapontin. C'est plus commode pour sortir. Malheureusement, on les a supprimés. Enfin, je vous demande un peu, quoi de plus ridicule qu'un homme qui a bien autre chose à faire que de bavarder tout seul et qui se met à déclamer, par exemple... Déclamant. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? C'est idiot. Encore s'il y avait de la musique. Il chante sur l'air de Tout à la joie de Farbach. Ô rage, au désespoir, ô vieillesse ennemie, ah, ah, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, ah, ah. Eh bien, ce serait tolérable.
il y aurait une excuse, mais sans cela il n'y en a pas. L'autre jour, j'étais en chemin de fer. Dans le même compartiment, il y avait un monsieur. Nous n'étions que deux. Lui et moi, c'était un Anglais. Ou du moins, il en avait l'accent. Quand il parlait. Mais il ne parlait pas. Tout à coup, entre deux stations, il se met à remuer, à se tortiller avec un flegme britannique. Puis soudain, il desserre les dents, des dents britanniques, comme le flegme. Et je l'entends murmurer « Oh yes, yes, water closet, oh là !» J'ai compris que c'était de l'anglais. Un monologue en anglais passe encore. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Au moins celui-là, il avait ses raisons. L'autre jour, j'étais à l'exposition. Il y avait des dames, beaucoup de dames. J'en avais une devant moi. Elle était très bien. Elle parlait toute seule et j'entendais tout ce qu'elle disait. « Ah, je suis bien fatiguée. Si je prenais une voiture, j'irais dîner avec plaisir au restaurant. Un bon buisson d'écrevisses, du champagne, oh, ce serait bon. » Et ainsi de suite. C'était un monologue. Mais là, soit, il y avait une excuse. Je ne pouvais pas lui en vouloir. Je ne lui en ai même pas voulu du tout. Enfin, c'est un monologue qui m'a coûté très cher. Passons. Tenez, ma femme. Elle est bien bonne. Pas ma femme, l'aventure. Elle était dans sa chambre un soir, étendue sur son divan. Je rentre doucement. Elle parlait toute seule. Elle disait des bêtises. « Auguste, viens. N'aie pas peur, l'autre est sorti, tu n'as rien à craindre. »« Auguste, je vous demande un peu. Et je m'appelle Ernest. » Elle faisait du monologue. Mais je n'ai pas pu lui en vouloir. C'était inconscient. Elle dormait. Enfin, celui-là, je le comprends. Mais les autres, c'est faux, archi faux. Ah, si jamais je venais comme cela, à propos de rien, vous raconter mes petites affaires, je voudrais que chacun de vous se levât et me criât « Allez-vous-en, allez-vous-en » Et tenez, c'est une idée. Si le grand blond n'a pas encore fini son monologue, je vais rentrer dans la salle et je lui crierai « Allez-vous-en, allez-vous-en, allez-vous-en » Il sort en courant. Fin de Un monsieur qui n'aime pas les monologues, par Georges Feydeau, lu par Ezoa, en Belgique, en octobre 2008. La petite révoltée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La petite révoltée. Monologue en vers, par Georges Feydeau. Ah! C'est trop fort. Je suis en rage. Me traiter de cette façon. Vous figurez-vous qu'à mon âge, maman me chasse du salon? Oui, c'est le mot. Maman me chasse sans crainte de m'humilier. Mais à la fin, cela m'agace, et je suis lasse de plier. Je suis une bonne nature, je patiente, mais tout doux. Il ne faut pas que cela dure ou je me fâche, voyez-vous. Enfin, à vous tous j'en appelle. N'ai-je pas raison, franchement? Me voici grande demoiselle, pourquoi me traiter en enfant? Ce qu'on m'a fait, c'est une honte, c'est une atteinte à mon honneur. Je sens le rouge qui me monte, mais l'on verra si j'ai du cœur. Tantôt à la porte l'on sonne. J'étais avec mère au salon. Et soudain, voilà que la bonne annonce « Monsieur Montalon !»« Monsieur Montalon, fait ma mère. Vite, fillette, viens t'asseoir, et tiens-toi bien, car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. »« Et tiens-toi bien, car c'est le père du jeune homme de l'autre soir. Pourquoi me dit-elle ça, mère? Quel rapport ça peut-il avoir ?» Enfin, monsieur Montalon entre. Si vous saviez comme il est fait, vieux, chauve, petit, un gros ventre. Non, je n'ai rien vu de si laid. Et pourtant le fils, ce me semble, du père est le portrait frappant. C'est drôle que l'on se ressemble et que l'on soit si différent. Car le fils, ne vous en déplaise, est vraiment un joli garçon. Mais je m'étonne qu'il me plaise quand je vois monsieur Montalon. Bref, quand maman, selon l'usage, eut fait la présentation, je le vois qui me dévisage avec grande obstination. Je me sentais embarrassée, et cela se comprend vraiment. Se voir ainsi dévisagé, je vous assure, c'est gênant. Lorsqu'il m'eut bien considéré, le vieux réfléchit un instant, puis, d'une voix très altérée, dit en s'adressant à maman: « Ah, mademoiselle est charmante, madame, et j'ai certains projets dont vous serez ma confidente. Je veux vous parler en secret. »
Et maman m'a mise à la porte, sans égard pour ma dignité. Il a bien fallu que je sorte, mais vrai, c'est une atrocité. Il faut toujours qu'on m'humilie. Maman ne me manque jamais. Hier, pour voir une comédie, elle me conduit au Français. Eh bien, au plus joli passage de cette pièce, elle eut le front de me faire partir. Oh, rage! Tout ça pour me faire un affront. Enfin, toujours elle tourmente. On a beau faire ce qu'on peut, jamais on ne la voit contente. Elle ne sait ce qu'elle veut. Tenez, une preuve entre mille. Vendredi soir, sur le palier, je parlais à M. Léville, le locataire du premier. Ce n'était pas un bien grand crime. Un brin de causette en passant, c'est une faute bien minime. Mais quand elle apprit ça, maman, ah, Sainte Vierge, quelle vie! Je ne l'oublierai de longtemps, disant que c'est une infamie que de parler aux jeunes gens. Ne croyez pas qu'elle le pense. Son seul but, en réalité, c'était de me faire une offense à ma dignité. Et je vais le prouver bien vite. 3 jours après, à la maison, nous recevons une visite du fils de M. Montalon. Or, voyez si ce n'est pas bête, si cela se comprend vraiment. Maman nous laisse en tête-à-tête, là, tous les deux, bien gentiment. Nous ne savions trop que nous dire, et c'était même très gênant. Enfin, il se mit à sourire, et je souris également. Dès lors, la glace était brisée. Nous commençâmes à causer, et moi bien vite apprivoisé, pour 3, je me mis à jaser. Puis enfin, de fil en aiguille, il en vint à parler d'amour. Il me dit que j'étais gentil et me fit quelque peu la cour. Il se mit à genoux par terre et m'embrassa bien longuement. Quant à moi, je me laissai faire, ne pouvant agir autrement. Mais comme il était de la sorte à m'embrasser bien tendrement, tout à coup, voilà qu'à la porte, je vois apparaître maman. Je deviens rouge, embarrassée. Mais à mon grand étonnement, loin de paraître courroucée, elle sourit en nous voyant. Or, que veut dire ce sourire? Que peut-on conclure de là? Si ce n'est pas se contredire, comment appellerez-vous ça? Ainsi donc, quand maman me gronde, ce n'est que pour me taquiner. Et c'est toujours devant le monde qu'elle cherche à m'humilier. Que je voudrais qu'on me marie, pour pouvoir être libre enfin. Rester fille, Dieu, quelle vie! Quand donc en verrai-je la fin? Au moins lorsque je serai dame, mon mari me traitera mieux. Un bon époux, je le proclame, est le plus grand bienfait des cieux. Non, mais que peuvent-ils bien faire? Ce vieux est des plus indiscrets de tenir si longtemps ma mère pour lui raconter ses secrets. Que peut-il avoir à lui dire? Cela m'intrigue, franchement. S'il voulait que je me retire, c'est que c'était intéressant. Si j'écoutais par la serrure. Quoi? C'est un moyen excellent. Chez les femmes, je vous assure que tout le monde en fait autant. Ah, mon Dieu! Que viens-je d'entendre? Cher monsieur, ma fille est à vous. Non, ce n'est pas... J'ai cru comprendre... Monsieur Montalon, mon époux? Quoi? Moi, je deviendrai la femme de cette vieille antiquité? Non, par exemple, je réclame, j'ai ma petite volonté. Donc maintenant, l'on me marie sans seulement me consulter? Ah, c'est trop fort! Quelle infamie! Je finis par me révolter. À quoi peut bien penser ma mère de me donner un tel mari? Il est au moins quinquagénaire. Vraiment, c'est un joli parti. Enfin, me voyez-vous, Madame Montalon, quel nom singulier! Ce serait beau pour une femme. C'est un vrai nom de cordonnier. Oh, tout n'ira pas de la sorte, et je lutterai s'il le faut. Je ne crains rien, moi. Je suis forte. Il faudra me prendre d'assaut. Elle écouta la porte. Je puis répondre de ma fille, car je sais qu'elle aime Gaston, et je suis aise en ma famille de voir entrer un Montalon. Ah, quoi? Ce n'était pas le père? C'était donc moi qui me trompais? Est-ce bien possible? Oh, ma mère, comme je te calomniais! Oui, tu dis bien, Gaston, je l'aime. Je puis l'avouer entre nous. Pour lui, mon amour est extrême, et je le rêvais pour époux. Enfin, je vais être sa femme. L'on m'appellera Montalon. Non, voyez-vous, ce que je blâme, c'est qu'il est un si vilain nom. Mais bah, les noms, cela se change. On n'a qu'à mettre un de devant. Montalon tout court, c'est étrange, mais de Montalon, c'est charmant. Enfin, je vais être madame, et je vais épouser Gaston. Ma foi, je n'y tiens plus. Et dame, tant pis, je retourne au salon.
Fausse sortie. Mesdames, avant que je sorte, un conseil dans l'intimité. N'écoutez jamais à la porte, ce n'est pas un bon procédé. Ou bien alors, je vous propose de bien écouter jusqu'au bout. Car à se tromper l'on s'expose si l'on n'a pas entendu tout. Fin de La Petite Révoltée par Georges Feydeau. Enregistré par Ezois, en Belgique, en octobre 2008. La prostituée. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La prostituée par Évariste Carence. Voulez-vous m'écouter, monsieur le commissaire? Mon histoire n'est point méchante ou téméraire. Vos agents m'ont surprise et conduite en prison, car la faiblesse a tort, et la force a raison. Avant de condamner, on doit toujours entendre. Mon état fait horreur, j'en conviens. Je dois vendre mon corps pour quelques sous, et je vais chaque jour flétrir les mots sacrés de tendresse et d'amour. Mais ne comprenez-vous ce qu'il en coûte à l'âme avant de s'engager dans cette route infâme? Écoutez. Le travail s'arrête brusquement. On connaît de la faim l'indicible tourment. On râle auprès de vous. Alors la mère abdique et pour sauver l'enfant devient femme publique. Mon récit sera court. C'est un récit poignant. Avez-vous jamais vu pleurer un pauvre enfant que la faim courbe en deux sur un grabat de paille? Ah, personne ne rit et personne ne raille. C'est une chose triste, allez. On sent le cœur qui se laisse envahir par la sombre terreur. Dieu s'efface et n'est plus que l'esprit des ténèbres. Les rayons du soleil sont pâles et funèbres. Vous criez. Votre enfant se meurt. Oh, désespoir! Vous avez 30 fois fouillé dans le tiroir qui gardait autrefois votre épargne modeste. Mais le tiroir est vide, et pas un sou ne reste. Pas de pain, pas de feu. Le petit va mourir. Sur le cours, on entend les amis du plaisir. Ils sont heureux. Ils ont du pain pour la famille. Mon petit va mourir. Comme son regard brille. À me faire un adieu suprême, il se résout. La fièvre a redressé son corps. Il est debout. Il s'approche de moi, chancelant et livide. Il vient. Entendez-vous de cette lèvre aride s'échapper ces deux mots? J'ai faim. Entendez-vous? J'entendis cet appel et tombant à genoux, je demandai pardon à l'être chaste et frêle. Oh monsieur, je me dis que j'étais criminel et, ne pouvant répondre aux cris de mon enfant, je lui donnai tremblant un verre de mon sang. Mon fils se ranima. Comme un sourire d'ange effleura ce visage à la pâleur étrange. Je le vis s'endormir, presque calme et vermeil. Moi, tandis qu'il dormait, j'attendais le réveil, car la terrible faim, un instant assouvie, allait venir encore. Oh, l'implacable envie, contre tous les puissants, contre tous les heureux, me torturait. Le ciel me paraissait affreux. De grands nuages noirs la lune était voilée. Je descendis alors, pieds nus, échevelés, et devant un passant je m'arrêtai soudain. Le passant prit mon corps et me donna du pain. Et depuis, chaque soir que le besoin nous compte, je nourris mon enfant du produit de ma honte. Et rêvant quelquefois à l'honnête passé, je sers d'amusement à ce monde insensé. Ouvrez-moi la prison, monsieur le commissaire. Mon récit est fini. Je connais mon affaire. 2 mois sans voir l'enfant. Si l'on savait combien je l'aime, ce petit, c'est mon unique bien. C'est en mon cœur meurtri le seul amour qui vibre. Le commissaire dit: Femme, vous êtes libre. Fin de La prostituée, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Si majeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Si majeur, par Marc Anfossi. Elle allait rendre son ouvrage. Moi, je la suivais bêtement, comme ça, sans savoir comment ni pourquoi. Ce jour, justement, elle allait rendre son ouvrage. Elle avait à peu près cet âge où, terminant l'apprentissage, on peut sortir impunément, et le nez en l'air, carrément,
par un soleil éblouissant, elle allait rendre son ouvrage. Si vous aviez vu son visage, c'était radieux et charmant, joli à dévorer, vraiment, et comme moi probablement, vous l'auriez suivi en flânant jusqu'à l'endroit où, gentiment, elle allait rendre son ouvrage. Elle traversa le passage du Saumon, fit énormément de chemin. On trotte à cet âge. J'étais essoufflé, tout en nage, et j'attendais l'heureux moment où, mettant terme à mon tourment, dans un grand établissement, elle allait rendre son ouvrage. Patatras, un encombrement de voitures. Moi, prudemment, je restais là, tranquille et sage. Ça vient vite, un écrasement. Elle avait filé prestement, et je la cherchais vainement. De sorte que, fatalement, je n'ai jamais su ni comment, ni pourquoi, ni dans quel moment et dans quel arrondissement elle allait rendre son ouvrage. Fin de Si majeur par Marc Anfossi, lu par Ezois en Belgique en octobre 2009.